Un monde de mythologie, né de l'amour des langues anciennes et des grandes sagas germaniques et nordiques. De ces mots anciens et de ces récits fondateurs est née une terre, la terre du milieu. Un monde imaginaire, riche de peuples, de langues, d'histoires et de plusieurs âges. Des histoires transmises, des chemins que l'on emprunte encore aujourd'hui, à travers les livres, à travers le cinéma et même à travers le jeu. Dans cette vidéo, je vous propose de parcourir la Terre du Milieu d'une manière particulière, par le jeu de société, mais pas seulement. Une sélection de jeux plus ou moins récents, choisis pour ce qu'ils racontent et pour la manière dont ils prolongent l'inspiration de Tolkien autour d'une table. Je vous guiderai aussi dans des lieux bien réels, où la passion d'un homme devient à son tour un acte de transmission. Car la Terre du Milieu ne vit pas seulement dans les pages ou les écrans. Elle vit aussi dans des collections, des objets patiemment réunis. Dans des salles où chaque détail raconte un attachement profond à cet univers. C'est dans l'un de ces lieux uniques, le Greisinger Museum, que ce voyage prend aussi forme. Ce projet est une invitation à rejouer Tolkien, à le revivre autrement. Quand j'ai imaginé ce projet, je savais que je ne pouvais pas parler de Tolkien sans commencer par celui-ci. C'est un jeu dont on parle souvent comme d'un monument, un mastodonte, quelque chose qu'on respecte parfois plus qu'on n'ose y jouer. De mon côté, j'avais surtout très envie de le découvrir pour ma culture ludique. Et pour comprendre ce qu'il avait encore à dire aujourd'hui. Parce que oui, il est gros. Oui, il est complexe. Mais est-ce qu'il est toujours aussi marquant en 2026 ? Amène la grosse boîte ! La Guerre de l'Anneau est un jeu compétitif et asymétrique de contrôle de territoire dans lequel un joueur incarne les peuples libres, les gentils, et l'autre les forces de l'ombre. Le jeu cherche à retranscrire l'ensemble du conflit de la Guerre de l'Anneau à l'échelle de la Terre du Milieu. L'expansion progressive de l'ombre, Isengard, les Sudérons, les Orientaux, ainsi que le Mordor mené par Sauron. Face à la résistance fragile des peuples libres, incarnés par les nains, les elfes, les hommes du Nord, les cavaliers du Rohan et le Gondor. Souvent en sous-effectif, ces peuples sont contraints de tenir ces positions clés face à une menace qui ne cesse de s'étendre. Ici, l'objectif n'est pas de rejouer une bataille précise, mais de réécrire toute la Guerre de l'Anneau, du début jusqu'à la fin. Dans la Guerre de l'Anneau, la partie se déroule sur une succession de tours jusqu'à ce qu'un des camps parvienne à atteindre l'une des conditions de victoire. Le jeu ne s'arrête pas tant que la guerre ne trouve pas son issue. Et cette issue, justement, elle peut prendre plusieurs formes. Les deux camps peuvent gagner des points de victoire. Pour cela, il faudra conquérir des cités et des forteresses de l'ennemi. Si l'ombre contrôle l'équivalent de 10 points de victoire, l'ombre conquiert la Terre du Milieu. Par contre, si les peuples libres gagnent 4 points de victoire, Sauron est banni de la Terre du Milieu. L'autre condition de fin de partie est évidemment avec l'anneau. Le fardeau est devenu beaucoup trop lourd et Sauron a infligé 12 points de corruption sur la piste de la communauté. Où les porteurs de l'anneau ont réussi à atteindre la crevasse du destin et ont jeté l'anneau pour le détruire. Chaque camp possède des dés d'action qu'ils vont devoir lancer au début du tour. Puis, à tour de rôle, chaque camp va choisir un des dés lancés et appliquer son action.
Sans rentrer trop dans les détails, je vais vous expliquer chacune des actions. Vous avez l'action de recrutement qui vous permettra de recruter de nouvelles troupes. Cependant, vous avez aussi l'opportunité de faire une action diplomatique qui vous permettra, en fonction du peuple choisi, de déplacer le marqueur politique. Car oui, au début de la partie, la plupart des peuples libres ne sont pas considérés comme en guerre. Donc il va falloir mener des actions diplomatiques afin de mener ces peuples en guerre pour avoir des renforts. Ensuite, nous avons l'action d'armée. Pour cela, vous avez deux choix. Soit vous déplacez deux armées différentes d'une région adjacente à une autre, ou vous attaquez une armée ennemie dans une région adjacente avec l'une de vos armées. Comment résoudre une bataille, j'y reviendrai plus tard. Il y a aussi des résultats spéciaux propres à chaque camp. Pour les peuples libres, il y a la volonté de l'Ouest, qui peut être utilisée comme n'importe quelle action. Et pour les forces de l'ombre, il y a l'œil de Sauron. Tous les résultats ayant l'œil doivent être placés dans la zone de traque. Grâce à l'action de personnage, les peuples libres vont pouvoir faire progresser la communauté. Le marqueur de l'anneau progresse d'une case sur la piste de la communauté. Cependant, Sauron vous traque. Le joueur de l'ombre va faire un test de traque à chaque fois que la communauté progresse. Le joueur de l'ombre lance autant de dés qu'il a d'œil sur la zone de traque. Pour réussir à repérer la communauté, il doit faire au moins un 6. S'il réussit, on pioche une tuile qui va infliger de la corruption sur la piste de la communauté. Pour continuer à faire progresser la communauté, elle doit à nouveau se cacher. Pour cela, avec une action de personnage, ils peuvent se recacher. Au début du jeu, la communauté est au complet et commence à Faucombe, représentée avec la figurine des porteurs de l'anneau. Cependant, elle peut aussi se séparer. Avec une action de personnage, vous avez le choix de vous séparer d'un de vos membres de la communauté Un magicien n'est jamais en retard. et l'envoyer pour une autre mission. Les deux camps, pour une action de personnage, peuvent faire déplacer tous leurs personnages. Du côté de l'ombre, ce sera les Nazgûl. Et chez les peuples libres, les compagnons qui ont quitté la communauté. La dernière action va interagir avec les cartes événements. Vous avez le choix de piocher une carte événement ou d'en jouer une. Les cartes événements reflètent exactement la guerre de l'anneau. Vous allez pouvoir retrouver les meilleurs passages du film, rencontrer des personnages du livre, mais tout ceci à votre manière. Maintenant, comment se résout une bataille ? Un camp est considéré comme attaquant et l'autre en défenseur. Chaque camp va lancer les dés correspondant au nombre de troupes qui sont impliquées dans la bataille. Puis chaque camp peut relancer autant de dés que de commandants dans la bataille. Les commandants peuvent représenter par exemple les personnages, les Nazgûl ou des membres qui ont quitté la communauté. Pour toucher un ennemi, il faut faire 5 ou 6. Pour chaque touche, les camps doivent retirer les pertes. Ensuite, l'attaquant peut cesser l'attaque ou le défenseur battre en retraite. Sinon, un nouveau round de bataille recommence jusqu'à ce qu'un des camps est désigné comme vainqueur. Je n'ai fait ici qu'effleurer les mécaniques et les possibilités de la guerre de l'anneau. C'est un jeu bien trop dense, trop riche pour être expliqué correctement en quelques minutes. Car au-delà de ce qu'il propose sur le plateau, c'est surtout ce qu'il fait vivre autour de la table qui importe. Les choix difficiles, les retournements de situation, les stratégies parfois fourbes, et cette impression très forte d'assister à cette guerre qui se déploie sur toute la Terre du Milieu. Alors maintenant que les bases sont posées, voici mon avis honnête sur la guerre de l'anneau. Est-ce que le jeu te raconte l'histoire ou est-ce qu'il te la fait plutôt vivre ? Je dirais aucun des deux. Tu réécris l'histoire. C'est complètement différent, car certes tu incarnes exactement les mêmes personnages de l'œuvre de Tolkien, seulement à ta manière. Donc suivant comment, Boromir va jamais mourir. Peut-être qu'il sera même avec toi jusqu'à la montagne du destin, où il va amener Frodon jusqu'au bout, ou bien l'accompagner également. C'est comme si on réalisait à nouveau Les Seigneurs des Anneaux réalisés par Peter Jackson, mais à notre manière. On réécrit vraiment l'histoire de la guerre de l'anneau. C'est assez fou en termes d'immersion, ce que le jeu peut proposer pour réécrire l'histoire de la guerre de l'anneau. Je pense que ce jeu thématiquement, c'est du 10 sur 10. Quand tu termines une partie de la guerre de l'anneau, dans quel état tu te trouves ? Essentiellement fatigué. Fatigué par la dose de règles, fatigué par l'émotion aussi que procure le jeu, parce qu'il va t'en procurer, et ça c'est clair et net. Les retournements de situation, des actions qui sont absolument pas prévisibles, absolument pas, par surprise. Le gros point fort qu'on arrive à ressentir là-dedans, c'est la symétrie, très clairement. Les actions sont hyper thématique, donc du coup des fois on peut s'attendre en fait à une action de notre adversaire, une attaque des Ents auprès de l'Isengard, mais au final tu sais pas quand est-ce que ça va arriver, parce que vu que tu réécris l'histoire, eh ben tout est inventé dans ce jeu.
Et donc constamment, tes émotions font des montagnes russes. Tu peux être déçu ou frustré parce que t'as pas eu les bons jets, mais par la suite tu as chopé une bonne carte pour pouvoir retourner la situation. Tout est possible. Mais du coup, il est si complexe que ça? Oui, il est complexe. Ça c'est très clair et net. L'apprentissage de règles est très compliqué. Il est rempli de détails. Littéralement, il est rempli de détails. Je pense que parmi toute ma ludothèque, je le mettrais vraiment dans le jeu le plus compliqué que j'ai dans mon top 3 facile. Il manque de l'affinage, il manque de la subtilité. Parce qu'il est rugueux, il empêche la fluidité, ce qu'aujourd'hui on prime beaucoup dans les jeux de société, je trouve. Et donc celui-ci, il faut se tenir quand même un petit peu. Pour faciliter la vie des joueurs-joueuses, c'est pas pour rien qu'il est dans le top 10 BGG. Plein de gens qui ont fait des aides de jeu pour faciliter aussi du quality of life qui est absolument indispensable selon moi. Et donc il y a des aides de jeu qui sont même meilleures que les aides de jeu qui sont dans le jeu de base. Ça permet de voir les actions plus facilement, car les actions sont différentes aussi en fonction des dés qu'on va pouvoir choisir. Et le jeu est asymétrique, donc les retours dans les règles sont beaucoup plus fréquents en fonction de quel camp on incarne. La gestion de la communauté est pas facile aussi dès le début, comment comprendre, comment les faire avancer aussi avec Frodon, s'ils sont cachés ou pas. En fait, il est rempli de détails pour qu'il soit cohérent au niveau de l'histoire. Donc en soi, ça peut être positif comme négatif. Parce que je me rappelle, quand Frodo et Sam arrivent vers le Mordor, il y a des règles en plus qu'il faut faire attention au niveau des jets de track. Et il y a constamment des retours dans la règle qui se font. Et est-ce que c'est un jeu qui vieillit bien, d'après toi? Ah, ça c'est une très bonne question. Et là, je pense que je vais me faire des ennemis. On est sur une deuxième édition. Donc cette deuxième édition, elle est sortie en 2011. Il a quand même... il a un certain âge quand même. À l'heure actuelle, s'il sort dans cet état, ce serait pas bon du tout. Je m'explique. Parce que il est rempli de hasard. Dans les batailles, on lance des dés et donc si on n'a vraiment pas ce qu'on veut, du coup on peut vraiment rater sa stratégie, alors que on fait tout en sorte de pouvoir gagner la partie. On est dans un jeu qui dure à minimum 3 heures. Donc j'avoue, moi ça m'emmerde un petit peu de passer 3 heures sur un jeu au final qui est rempli de hasard. Donc pour le contexte de 2011, je suis en mode ok, ça passe, mais à l'heure d'aujourd'hui, j'aurais beaucoup de mal à apprécier ce genre de jeu. Les gens qui ont voté à l'époque pour la guerre de l'anneau pour qu'il soit au final dans le top 10 BGG revotent pour ce jeu. Je me demande vraiment dans quelle position il serait. Note sa sortie récemment, la guerre de l'anneau, sous une forme beaucoup plus minimaliste. L'enjeu reste le même, cependant celui-ci va à l'essentiel. Condenser un conflit immense en une série de choix plus rapides, plus directs, mais tout aussi tendus. Ah, elle est plus petite celle-là. Hop là. La guerre de l'anneau, le jeu de cartes, est aussi un jeu compétitif et asymétrique. Les deux camps s'affrontent à travers des cartes représentant les personnages mythiques de l'univers, des lieux et des événements majeurs de la guerre de l'anneau. Contrairement au jeu de plateau, le conflit ne se joue pas sur une carte de la Terre de Milieu, mais celui-ci se résout à travers des affrontements plus ciblés où chaque carte posée représente une décision immédiate. Le jeu propose ainsi une autre lecture du même conflit, plus rapide, plus concentré, mais toujours ancré dans l'univers de Tolkien. Ici, le jeu se déroule sur 2 tableaux. D'un côté, les champs de bataille, qui représentent les grandes guerres et affrontements emblématiques de la guerre de l'anneau. De l'autre, les routes, qui symbolisent le voyage de Frodo et Sam vers la montagne du destin. À chaque manche, une carte champ de bataille et une carte route sont révélées. Et à tour de rôle, les joueurs-joueuses vont jouer une carte sur l'un de ces 2 tableaux. À la fin de la manche, la majorité remporte la carte. Sur les champs de bataille, un camp est toujours désigné comme attaquant et l'autre comme défenseur, selon le lieu en jeu. Sur les routes en revanche, les peuples libres sont toujours défenseurs, tandis que l'ombre cherche à infliger de la corruption qui lui rapporte des points de victoire. La partie se joue en 9 manches maximum, et le but est simple, cumuler le plus de points de victoire jusqu'à la fin de la partie. Est-ce que le jeu te laisse le temps de t'installer ou est-ce qu'il te met tout de suite sous pression? Franchement, directement on est sous presse, dans le sens où on te fait aussi comprendre, comme le jeu de plateau,
d'incarner les peuples libres est beaucoup plus difficile à gérer que les forces de l'ombre. La moindre carte qu'il pose est importante et doit être mûrement réfléchie. Si vous posez une carte qui arrive au mauvais moment, ou trop tôt ou trop tard, peu importe, vous allez directement être en retard. Tandis que les forces de l'ombre ont beaucoup plus de marge de manœuvre, parce qu'ils ont plus de cartes également. Donc des deux côtés, il y a une certaine pression quand même qui s'installe. Les routes peuvent vraiment être un point de bascule au niveau de la partie, car les peuples libres doivent vraiment protéger ces routes. Qu'est-ce que le format carte permet de faire différemment ? Moins cher, ça prend moins de place, c'est beaucoup plus direct et reste tout aussi profond. En fait, on a vraiment deux jeux que je trouve assez complémentaires qui apportent des sensations différentes. On peut moins ressentir justement la frustration dans le jeu de cartes, car au final, on a toutes les cartes en main, et donc on sait très bien ce qui peut se passer. Et avec de la connaissance, connaître les cartes aussi de son adversaire. Or, sur le jeu de plateau, les dés, peu importe qui c'est qui les lance, c'est du chaos. Et ce qui est cool aussi, c'est que pour les deux jeux, il y a des extensions, il y a tout plein de choses à faire. Bon, il me semble que pour le jeu de plateau, c'est un peu plus difficile à se les procurer. Mais par contre, pour le jeu de cartes, je ne l'ai pas encore testé, mais il y a une extension coopérative qui est sortie. Donc, c'est aussi quelque chose qui pourrait être intéressant. Est-ce que ça donne le sentiment d'incarner des moments clés de l'œuvre ? Complètement. De ce côté-là, les deux jeux se valent. On ressent peut-être un peu moins la réécriture de l'histoire, mais en tout cas, on la réinterprète. On peut très bien amener Gandalf le Gris à la Moria et lui faire affronter le Balrog. Et donc on refait tout simplement la scène du film. Donc la guerre de l'anneau, le jeu de cartes, serait plus simple que la guerre de l'anneau, le jeu de plateau. Là, il n'y a pas débat. La guerre de l'anneau, le jeu de cartes est beaucoup plus simple, beaucoup plus accessible. Et beaucoup plus moderne, c'est là où c'est très important aussi à le souligner. Le gameplay est modernisé, c'est lisse, c'est fluide également. L'intérêt, la stratégie, c'est là où justement les joueurs-joueuses vont prendre du temps à bien faire leur stratégie, à bien les mener également. Et donc la longueur ne se ressent pas par rapport à la guerre de l'anneau, le jeu de plateau. Deux jeux, deux formats, deux manières de raconter la même guerre. L'un représente le conflit dans toute son ampleur, l'autre en saisit des fragments plus directs, plus immédiats. Mais chez Tolkien, les grandes guerres ne se résument jamais à des batailles ou à des armées. Elles sont aussi faites de passages, de seuils à franchir et de décisions irréversibles. Et au cœur de cette histoire, il y a une porte. Une porte qu'on n'ouvre pas par la force, mais par la compréhension. Pour continuer ce voyage, il est temps de franchir celle de Durin. En Durin aran Moria. Melon. La Terre du Milieu a donné naissance à l'une des communautés les plus vastes et les plus passionnées de la culture populaire. Au cœur de cette passion, il y a parfois des parcours de vie entiers. J'ai eu la chance de rencontrer Bernd Greisinger, le fondateur du Greisinger Museum, qui se situe en Suisse dans le canton des Grisons, un lieu entièrement dédié à l'univers de Tolkien. Je lui ai demandé ce qui, dans cette œuvre, l'avait marqué au point d'y consacrer sa vie. Der erste Kontakt, den ich hatte, war mit dem Buch Herr der Ringe. Das hatte ich dann gelesen, ich fand es toll. Dann kamen die Filme ins Kino, die waren auch schön. Und dann, ich war begeistert, noch mehr zu lesen, nicht nur den Herr der Ringe. Und habe dann weitere Literatur von Tolkien gelesen. Es hat mich beeindruckt, dass er sehr realistisch schreibt. Das heißt, wenn man seine Geschichten liest, hat man immer das Gefühl, dass das, was er beschreibt, auch tatsächlich passiert ist. Der Realismus hat mich immer sehr angesprochen. Ja, also ich hatte nie das Gefühl, in einer Fantasiewelt mich zu bewegen. Im Jahr 2005, ich hatte viel Geld, wusste nichts Gutes damit anzufangen, außer eben das Museum zu gründen. Das hat natürlich gebraucht, 8 Jahre. Zuerst musste ich eine großartige Sammlung sammeln. Das hat 3 Jahre gebraucht.
und 2008 bis 2013 das Museum zu bauen, 5 Jahre lang, mit der Hilfe von vielen Freunden, um dann die Sammlung dort unterzubringen und dann im September 2013 der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. Und ja, seit 12 Jahren machen Enza und ich Führungen im Museum. Et pourquoi avoir choisi la Suisse? Y a-t-il un lien entre Tolkien et la Suisse? Eine Verbindung. Er war nämlich einmal in der Schweiz gewesen, 1911 als 19-Jähriger, hat 200 Kilometer zu Fuß von Interlaken ins Oberwallis, wo man nicht genau weiß, am Ende welche Route er gegangen ist aber nicht so wesentlich. Er hat diese Wanderung in der Schweiz über die Berner Alpen dazu verwendet, für seine 3 Söhne den Hobbit zu schreiben und danach, Jahre später, für Erwachsene den Herr der Ringe. Was er so nicht geplant hatte, aber es ist dann auf Druck des Verlegers so passiert und dann hat er gesagt, ach, dann nehme ich halt die Wanderung in der Schweiz, die ich für mein Kinderbuch genommen habe, für meine Kinder, nehme ich einfach nochmal. Und das erkennt man an den Handlungsabläufen im Hobbit Herr der Ringe, dass immer ein Hobbit mit Gandalf und einer Gemeinschaft über die Nebelberge zu einem einsamen Berg geht. Und das entspricht eben der Wanderung, die Tolkien in der Schweiz vollzogen hat. Man kann daher wohl behaupten, ohne Schweiz kein Hobbit Herr der Ringe, so wie wir ihn kennen oder wie wir sie beide kennen, die Geschichten. Die Schweiz ist sozusagen da sehr stark daran beteiligt. À l'heure d'aujourd'hui, cette passion se transmet aussi à travers les communautés en ligne. J'ai donc aussi voulu échanger avec Elrohir, créateur de contenu spécialisé dans l'univers de Tolkien, pour comprendre ce que la Terre du Milieu représente encore aujourd'hui pour toute une nouvelle génération de passionnés. Alors, mon premier contact avec l'univers de Tolkien, du coup, c'est mon demi-frère qui m'avait acheté un jeu vidéo qui s'appelle du coup Le Seigneur des Anneaux, la bataille pour la Terre du Milieu, donc un jeu de stratégie comme Age of Empires. Et suite à ça, il m'a dit, en fait, ça vient de films qui s'appellent Le Seigneur des Anneaux. Et j'ai donc ensuite découvert à travers les films Le Seigneur des Anneaux. C'est là où tu découvres qu'il y a quand même une folle aventure. Et surtout les musiques. Moi, ce qui m'a beaucoup touché, c'est les musiques évidemment de Howard Shore qui m'ont transporté, qui me transportent encore aujourd'hui. Je peux les écouter quasiment tous les jours. En ce moment, je vais pas me dire, vas-y, je vais me refaire les films. C'est plutôt, je vais me refaire la musique qui me transporte en Terre du Milieu. Après, quand on découvre les livres, donc ça fait maintenant quelques années que j'ai switché, on va dire, côté livre, c'est là où on découvre un petit peu plus en détail l'univers, pas forcément les batailles, parce que du coup, ça représente des choses dans les livres, mais une infime partie. Et puis, voilà, quand j'ai découvert le Silmarillion, surtout, c'est là où je me suis dit, ah ouais, quand même, il y a un sacré univers qui est derrière, avec toutes les histoires de la Terre du Milieu, etc. Enfin, je suis encore actuellement en train de les lire, là, je suis au 5e tome, et puis après le 5e tome, ce n'est pas traduit en français, donc je vais devoir passer à l'anglais. Vu que tu parles de Silmarillion, tu pourrais nous le montrer? Oui. Ah oui. Et encore une belle anecdote. En gros, du coup, mon livre préféré, évidemment le Silmarillion. Cette magnifique pochette. Et du coup, anecdote, je l'ai emmené en vacances partout et je l'utilisais même en tant que cale-porte. C'est-à-dire que dans ma communauté, les gens l'appellent le cale-porte. Et en fait, la jaquette était tellement défoncée, c'est justement la jaquette que je voulais te montrer, qu'un jour, j'ai fait une story et j'avais tagué... ce livre, il est incroyable, les éditions Bourgois, tout ça. Et Bourgois, le CM sur Instagram, m'a dit « Elrohir, par contre ta jaquette là, ça va pas du tout. J'ai une jaquette qui traîne, la dernière en plus, je vais te l'envoyer. » Et du coup, ils m'ont renvoyé la jaquette du livre, ce qui est exceptionnel. Voilà, c'est pour ça que, on va dire, dans ma communauté, le Silmarillion s'appelle le cale-porte. Dans l'œuvre de Tolkien, le danger ne vient jamais seulement de l'ennemi. Il vient aussi de l'intérieur du groupe, de la fatigue, des doutes et de la difficulté à continuer ensemble quand le fardeau devient beaucoup trop lourd. La communauté de l'anneau n'est pas un groupe parfait. C'est un assemblage fragile d'individus très différents, unis par un objectif commun, mais constamment mis à rude épreuve par le voyage. Et c'est précisément cette idée que certains jeux cherchent à explorer. Non pas par la victoire héroïque d'un seul joueur, mais la capacité d'un groupe à tenir, à discuter, à faire des compromis, et parfois à accepter des choix de merde. Le destin de la communauté est un jeu coopératif, où l'on avance ensemble, dos au mur. La menace progresse sans relâche depuis le Mordor. Elle use, elle presse.
elle ne laisse aucun répit. Chacune incarne 2 membres de la communauté. Mais ici, aucune décision n'est individuelle. Chaque erreur se paye. Dans le destin de la communauté, il ne s'agit pas de briller. Il s'agit de tenir. Encore un pas. Encore un tour. Jusqu'à la montagne du destin. Au début de la partie, les joueurs-joueuses vont piocher des cartes objectifs. Ces cartes définissent comment gagner la partie. Tous les objectifs doivent être accomplis. Et parmi eux, il y a évidemment un incontournable. Détruire l'anneau unique, qui ne peut être réalisé qu'après avoir rempli les autres objectifs. Chaque joueur-joueuse dispose également de cartes en main, avec une limite de 7 cartes maximum. Ces cartes sont précieuses. Elles servent à déclencher des actions, à dépenser des ressources afin de tenir bon, mais surtout, elles ne doivent pas être gaspillées. La partie se joue à tour de rôle dans le sens horaire. À votre tour, vous devez suivre 3 phases. D'abord la phase d'action, ensuite la phase de pioche, et enfin la réponse de l'ombre. Lors de la phase d'action, vous pouvez agir avec vos 2 personnages. Un personnage peut effectuer qu'une seule action, et l'autre peut en effectuer jusqu'à 4. Voici toutes les actions possibles. Échanger des cartes avec un autre joueur si vos personnages sont sur le même lieu et que celui-ci correspond à la carte. Préparez des jetons ressources en défaussant des cartes uniquement lorsque vous êtes sur un refuge. Déplacez vos personnages vers un lieu adjacent, mais attention, certains territoires sont difficiles à traverser et nécessitent de dépenser des ressources supplémentaires. Rallier des forces afin de recruter des renforts, capturer des forteresses ennemies, c'est frapper l'ombre là où elle ne s'y attend pas et attirer l'attention de Sauron. Détourner son regard du porteur de l'anneau et offrir à la communauté un fragile regain d'espoir. Et enfin, mener des attaques contre les forces de l'ombre afin de freiner leur progression sur la Terre de Milieu en lançant des dés. Ces combats sont efficaces et attirent aussi l'œil de Sauron. Je ne suis pas un homme. Il y a une action où j'aimerais venir un peu plus en détail. Se déplacer avec les porteurs de l'anneau n'est jamais anodin. Si Frodo et Sam se déplacent sans défausser de cap, un test de track est immédiatement déclenché. Le nombre de dés de track lancés dépend alors directement du nombre de Nazgûl et de troupes de l'ombre présents sur leur territoire. Selon les résultats, Frodo peut perdre de l'espoir, mais aussi faire coucouche panier aux Nazgûl et les faire entrer au Mordor. Une fois vos actions terminées, vous piochez 2 nouvelles cartes depuis la pioche centrale. Parmi elles peuvent se cacher des événements emblématiques ou des personnages iconiques de l'univers, capables de vous venir en aide au moment le plus critique. Encore faut-il en faire bon usage. Mais l'ombre, elle, n'est jamais bien loin. Dans cette même pioche peuvent apparaître les cartes « Le ciel s'assombrit ». Elles amènent des renforts pour l'ombre et deviennent extrêmement dangereuses si l'œil est posé sur Frodo et Sam. L'espoir chute et la menace de Sauron grandit encore et encore. Vient alors la réponse de l'ombre. On pioche autant de cartes ombre que la valeur de menace actuelle. Pour résoudre ces cartes, c'est simple. On active la section indiquée par le drapeau à gauche. L'effet du bas de la carte ombre représente l'arrivée de nouveaux renforts, le déplacement des Nazgûl ou encore l'interaction directe avec l'œil de Sauron. Ce sont souvent ces effets-là qui alourdissent la pression sur Frodo et Sam. La partie haute de la carte fait progresser les forces de l'ombre à travers la Terre du Milieu. Des armées se déplacent. Des régions deviennent plus dangereuses. Et certaines zones basculent peu à peu sous le contrôle de Sauron. Si malgré cette pression constante, vous parvenez à coordonner vos actions, à préserver suffisamment d'espoir et à mener Frodo et Sam jusqu'à la crevasse du destin, un dernier test de track vous attend. Si à l'issue de ce test final l'espoir n'est pas tombé à 0, alors félicitations, vous avez tenu jusqu'au bout et vous avez largement mérité un deuxième petit déjeuner. Sinon, il va falloir retenter votre chance. À quel moment tu sens que la partie peut basculer ? En soi, à n'importe quel moment, la partie peut chavirer. On a les cartes, le ciel s'assombrit qui peut arriver, et celle-ci peut littéralement changer toute la partie.
Ce qui est très dangereux, et ça ne le faites pas, c'est de délaisser Frodo et Sam. Parce que si vous le mettez dans un coin et vous le touchez pas trop, et il y a les Nazgûl et l'œil qui arrivent, ça peut être très très compliqué. On a eu une partie qui a duré peut-être 20 minutes, parce qu'on n'a vraiment pas bien géré au niveau des porteurs de l'anneau. Et donc on a très très vite perdu, mais il y en a d'autres parties qui sont restées extrêmement tendues sur l'envahissement de la carte de la part des forces de l'ombre, et on est constamment mis sous pression. Est-ce que tu as eu l'impression de porter le destin du groupe sur tes épaules ? Oui, clairement. L'immersion est folle. L'immersion est tellement riche car on a besoin de tout le monde. En soi, c'est extrêmement bien équilibré, moi je trouve, à n'importe quelle configuration. J'ai juste pas testé en solo, mais disons qu'en partie multijoueur, franchement, il y a un certain dynamisme, on a besoin de tout le monde, et le pouvoir de chacun des personnages peut être crucial, et il faut les utiliser vraiment à bon escient. C'est un jeu qui crée plus de tension ou de solidarité autour de la table ? Ça va dépendre du groupe, essentiellement. Je déconseille aux joueurs alpha, parce qu'on peut, je pense, clairement avoir cet aspect-là, où un joueur ou une joueuse peut vraiment prendre le dessus et puis prendre des décisions à la place des autres, laisser-les jouer. On s'en fout. Le but est de vivre vraiment une aventure, et puis là on a de la chance d'avoir une œuvre vraiment hyper qualitative, Le Seigneur des Anneaux, et de pouvoir vivre cette tension dans ce jeu-là. Essayons de créer quelque chose d'unique à travers ce jeu en jouant toutes et tous. Petite pique pour aux joueurs alpha. Est-ce qu'on peut ressentir de la frustration, soit pendant le jeu ou après le jeu ? Bien sûr, mais là, je trouve que dans tout jeu coopératif, on joue contre le jeu, donc on a forcément une part aléatoire, une part de chaos aussi qui est installée, et donc si on n'a pas forcément les bons résultats qu'on souhaite avoir au niveau des jets de dés, bon, ça peut être frustrant, certes. Généralement, je n'aime pas les jeux qui se finissent par un jet de dés. Dans celui-là, c'est le cas. Par contre, le jeu nous propose des solutions. On a toujours moyen de pouvoir relancer des dés, de pouvoir contrer les jets de track aussi pour Frodo et Sam. Et donc, c'est à nous, en tant que joueurs, ou plutôt, j'ai envie de te dire, en tant que communauté, de préparer au mieux Frodo et Sam afin de lancer l'anneau dans la montagne du destin. On pourrait le mettre dans la catégorie initiée. Une famille qui a l'habitude de jouer, ça fonctionne. En plus de ça, le jeu propose des modes de difficulté différentes. En fonction de ce que vous souhaitez vous infliger, eh bien le jeu reste modulable, ça reste assez ouvert. Et pour les gens qui connaissent pas du tout le Seigneur des Anneaux, est-ce que le destin de la communauté peut être un bon moyen d'entrer dans l'univers ? Là, je pense qu'il y a une certaine porte d'entrée, pourquoi pas, à l'univers. Je trouve ça même intéressant de découvrir un univers par le jeu de société. Or, la plupart du temps, c'est par des films, c'est par des livres qu'on découvre un univers. Très rarement au niveau du jeu de société. Rien qu'au niveau géographique, c'est très intéressant car la carte elle est très très belle aussi, le jeu est très beau également, donc il y a un attrait aussi visuel qui se fait automatiquement. Alors je n'ai jamais joué aux autres jeux du système pandémique. À vous dans les commentaires de nous dire s'il y a une grande différence ou peut-être que celui-ci sort un peu du lot grâce à sa thématique. Et oui, Bernd a littéralement un Balrog dans son musée. Mais au-delà de ces pièces impressionnantes, ce qui m'intéressait vraiment, c'était de comprendre ce qu'il cherche à transmettre à travers ce lieu. Je lui ai donc demandé ce qu'il voulait que les visiteurs retiennent en sortant du Greisinger Museum. Ja, ich vermittle das, was Tolkien seine Absicht war. Ich erkläre erst einmal, wer Tolkien war und was ihn dazu bewegt hat, die Geschichten zu schreiben, Gedichte zu schreiben, Landschaften zu malen, Sprachen zu erfinden. Also alles, was er in seiner Freizeit getätigt hat und was daraus entstanden ist. Und das ist gewaltig und es ist so komplex.
dass es sehr viel Zeit braucht, das den Menschen so rüberzubringen, dass sie glauben, wenn sie das Museum verlassen, es annähernd verstanden zu haben. Ich weiß etwas, was man den Leuten mitteilen sollte, dass You shall not pass von Gandalf falsch ist. Weil im Buch, in der Geschichte steht geschrieben, You cannot pass. Und das ist ein großer Fehler, den die Leute in der Welt rumpausauen, weil sie die Filme gesehen haben und immer denken, es wäre You shall not pass. Dabei hatte Ian McKellen nur seinen Texte vergessen. En parlant des films, Elrohir a eu la chance de se rendre en Nouvelle-Zélande, sur les terres même où Le Seigneur des Anneaux a été tourné. Je lui ai donc demandé ce que cela faisait de découvrir la Terre du Milieu pour de vrai. Alors Hobbiton, c'est un petit peu comme dans les films, donc c'est assez incroyable. Par contre, c'est vraiment hyper touristique, donc on perd un petit peu la magie, je trouve, des films, quoi. C'est assez épuré, il n'y a pas grand monde, quoi. C'est la vie de Hobbit. Mais sinon, un endroit qui m'a incroyablement marqué, mais un des endroits là où a été tourné les 15 premières minutes du Hobbit. Donc c'est dans une ferme. C'est là où, par exemple, Bilbo trouve son épée d'art. Là où il fait le geste comme ça. Et ben, il y a exactement le même rocher, au même endroit. Peter Jackson, du coup, est venu tourner cette scène. Ils ont réaménagé toute la ferme pour en créer un lieu de tournage où vraiment ils ont laissé au propre. Il y a aussi, sur l'île sud, énormément... c'est très nature. Vraiment, il y a pas grand-chose sur l'île sud, mais c'est hyper nature. Par exemple, Amon Hen, donc à la fin de la communauté de l'anneau, où Frodon et Sam partent en barque. Et il y a exactement cette scène où t'es là, il y a rien, c'est à 40 minutes de la route principale, sur un chemin de terre. Tu te dis, mais comment ils ont fait pour trouver ce lieu de tournage? Enfin, c'est ouf. Et c'est que ça, la Nouvelle-Zélande, c'est vraiment... tu fais 40 minutes pour arriver à un endroit, et là tu te dis, ah ouais, putain, les gars, ils ont bossé pour trouver vraiment les lieux de tournage. Sinon, il y a aussi cette shop. Je sais pas si... Donc ça, c'est offert à Hobbiton que lorsqu'il y a des travaux. Donc c'est gratuit, donc ils te l'offrent à la fin. Tu peux pas en acheter, donc s'il n'y a pas de travaux, tu peux pas l'avoir en fait. Alors il y en a eu beaucoup qui ont été évidemment donnés, mais ça reste quand même un objet assez rare. Et question pour les deux, imaginons un monde, vous avez l'argent, le temps, bref, tous les moyens nécessaires pour faire un film, une série sur l'œuvre de Tolkien. À quoi cela ressemblerait? Da gibt es keinen Film, weil das nicht reichen würde. Das würde eine Serie werden. Weil es würden verschiedene Aspekte beleuchtet werden müssen und es wird Zeit erfordern. Es würde eine große Serie werden. Wahrscheinlich so wie die von Amazon, so 40 Folgen, nur mit vernünftigem Inhalt. Je pars sur une série, le Silmarillion, et puis on part vraiment de la création du monde jusqu'à son aboutissement. Du coup, on est parti pour 20-25 ans de... Je pense que le Silmarillion, s'il peut être adapté un jour, c'est forcément en série. Parce qu'en film, il serait trop bâclé et ça prend... Il y a besoin de poser énormément de choses à chaque fois. Et puis ça avance quand même, mais il y a beaucoup de choses à créer parce qu'il n'y a pas beaucoup de dialogue en fait. C'est principalement des faits historiques, c'est de la narration, mais niveau dialogue, il n'y a rien, quoi. Le Seigneur des Anneaux, à côté, il y a énormément de dialogue, tout est posé, jour, date. C'est facile à adapter les Seigneurs des Anneaux. On critique beaucoup les Anneaux de pouvoir, mais les Anneaux de pouvoir se situent sur une... Bon, déjà, ils n'ont pas les droits sur la période, ils utilisent les annexes du Seigneur des Anneaux pour traiter de cette période, mais sur la période du Second Âge, on est sur une période de 3000 ans, où ils vont juste dire, allez, en 152 du Deuxième Âge, il y a eu un couronnement, en 300, il y a eu la création des Anneaux de pouvoir. Bon, là, j'ai dit des dates au pif, mais c'est que des faits historiques, en fait, et avec des petites histoires à l'intérieur, mais il n'y a pas de dialogue, en fait, donc c'est... Les adaptations, c'est pas facile à faire. Je pense que là, Warner Bros, après la traque de Gollum, pourrait partir sur les guerres d'Angmar, donc la période du roi sorcier. Ça me paraît être la meilleure période où il y a pas mal d'histoires à raconter, mais il y a aussi beaucoup à inventer. Et pour les connaisseurs-connaisseuses, est-ce qu'il y a un passage précis qui vous a marqué dans le Silmarillion? Je vais vraiment englober tout le Silmarillion parce que c'est vraiment un voyage qui m'a beaucoup marqué. Et ça a été tellement intense, tellement immense, quand tu découvres la création du monde. Rien que ça, rien que la création du monde, c'est déjà un point tellement important. Par exemple, le Hobbit et le Seigneur des Anneaux, dans le Silmarillion, c'est à peu près, on va dire, une dizaine de pages. Donc c'est là où tu te dis que,
Le Seigneur des Anneaux, 3 livres, Le Hobbit, 1 livre, résumé en 10 pages, dans le Silmarillion qui fait des... Je sais pas combien de pages il fait exactement, 292 pages. Sachant que dans le Silmarillion, il y a plusieurs livres qui sont aussi, on va dire, intégrés dedans, dont Beren et Luthien, La chute de Gondolin, Les enfants de Húrin, etc. Peut-être la fin, la destruction de Númenor. C'est un moment assez marquant. En fait, c'est surtout se dire que derrière, il y a, on va dire, un être humain qui a composé tout ça. Bon, quand je dis un être humain, du coup, J.R.R. Tolkien, j'englobe aussi un petit peu son fils, parce que sans son fils, on n'aurait pas eu, il n'aurait pas écrit tout ça aussi également. Donc je l'inclus à 1000%. Das ist schwierig so spontan so. Also die tolle Geschichte, die mich sehr berührt, ist natürlich Beren und Luthien, denn sie ist mit Tolkien und seiner Frau sehr eng verknüpft und ist auch wichtig für ihn. Turin Taramba ist für mich eher sehr eine tragische Geschichte, die ich jetzt nicht sage, dass sie mich besonders froh stimmt, weil sie doch wirklich tragisch endet. Auch die anderen Geschichten, die Tolkien im Silmarillion erwähnt, sind oft sehr tragisch. Bei ihm ist es ja so, es ist im Endeffekt immer wieder gewinnt das Böse und die Hoffnung ist immer, dass am Ende alles gut wird. Und deshalb geht man quasi auch im Silmarillion schwierige Pfade, man hat viele Probleme, wird oft enttäuscht. Aber ich denke so, dass man, glaube ich, mit Beren und Luthien am besten im Kapitel 19 aufgehoben ist. Mit der Liebesgeschichte von Tolkien, weil das ist doch was Schönes, was das Herz erfreut. Und man sieht auch, wozu Liebe imstande ist, wenn man sieht, was Beren dafür tut, was Luthien dafür tut. Ja, also das ist schon extrem und das ist, ich denke, der beste Abschnitt, wenn man das so sagen kann. Jusqu'ici, on a parlé de Tolkien à travers des plateaux, des cartes, des mécaniques qui permettent de revivre son univers autour d'une table. Il existe une autre manière d'y entrer. Un genre de jeu qui, selon moi, est peut-être le plus beau qui soit. L'Anneau unique est un jeu de rôle qui cherche à retranscrire l'univers de la Terre du Milieu, plus précisément en Eriador. Le poids du voyage, la tentation, l'espoir fragile et cette idée très forte que chaque petit choix peut avoir un impact durable. Et je me suis longtemps posé la question de savoir comment mettre en valeur un jeu de rôle dans une vidéo comme celle-ci. La meilleure manière, c'est de tout simplement y jouer. Cela fait quelques jours, dans les terres de l'Eriador, que vous suivez une lumière bleue, un peu comme un phare, vers les montagnes bleues, vers l'Eredluin méridionale. Des jours où vous traversez des champs, des forêts, vous menez vos bivouacs, vous mangez à votre faim, et toujours cette lueur qui vous fascine, qui vous attire. C'est peut-être 4 jours que vous suivez cette lueur. Toujours la même, scintillante, bleue. Soudainement, vous vous rapprochez justement de ces montagnes majestueuses, magnifiques, grandes, pointues. Vous arrivez dans un goulot d'étranglement, comme si les montagnes se rejoignent ensemble. Vous avez perdu la lueur, peut-être pendant 1-2 heures. Soudainement, derrière une montagne, vous voyez à nouveau cette lueur bleue, qui est au-dessus d'une tour. Vous avez cette intuition en tout cas, qu'elle est vieille, comme si quelques bouts de mur en manquaient. Vous vous rapprochez de cette tour et finalement ne trouvez pas l'entrée directement. Ce que vous avez trouvé, c'est une grotte qui est dans la montagne en dessous de cette tour. Vous êtes entré dans la montagne. Vous êtes dans un couloir. Vous avez allumé vos torches. Le couloir est humide. Quelques gouttes tombent. Tout est en pierre. C'est impressionnant. Ça a été fait avec des mains. Très clairement. C'est pas un tunnel qui a été creusé avec une pelle. Non, c'est très bien fait. Soudainement au sol,
vous voyez une silhouette, vous voyez son dos, des vêtements déchirés, déchiquetés. Mais vous voyez pas son corps, ni son visage. Et maintenant, je vais vous demander, que faites-vous ? Ok, on s'approche, mais on s'arme. Je sors mon couteau de lancer. Moi, l'épée. Vous sortez vos attirails, vous vous rapprochez de cette silhouette. Vous êtes à quelques centimètres de celle-ci. Elle a une cape un peu déchirée, verte, foncée. On la touche, on la secoue. Je le fais avec le bout de mon couteau. Tu touches un petit peu. Tu vois que cette silhouette bouge, mais rien de plus. On essaie de la retourner, voir son visage. Clairement, je peux le faire. Fais-le. Tu utilises tes mains pour choper un de ses bras pour le retourner. Mort. Un visage déchiqueté. Et une odeur nauséabonde vous vient dans vos narines. Ça pue. Et à travers cette vision horrifique, vous allez chacune gagner un point d'ombre. Vous inscrivez sur vos fiches un dans la partie d'ombre. On se casse de là. On part de là tout de suite. Tu veux pas le fouiller d'abord, je veux savoir ce qu'il fait. Fouille-le, ok, et après on part. Tu jettes un coup d'œil directement sur lui, tu vois une sacoche. Ok. Tu prends la sacoche, tu l'ouvres. Ouais. Dans cette sacoche, des petits bouts de pain, secs. Mais tu sors un bout de chiffon. Mais un tissu, tu sais même pas, c'est assez bizarre. Et en fait, ce que tu ressors, c'est ceci. Bon, il n'y a rien écrit. Ça a été cramé. Mais c'est comme si c'était une prédiction qui s'était réalisée sur lui parce qu'il a la gueule complètement cramée. Là, je la sens pas. Toi, fais-moi un test de vigilance, s'il te plaît. Dans ce jeu de rôle, ce n'est pas le maître du jeu qui a la main mise sur le seuil de réussite à atteindre. Les personnages se battent contre eux-mêmes. Pour réussir un test, le personnage doit atteindre son seuil de réussite. Chaque personnage possède des compétences divisées en 3 colonnes. Le corps, le cœur et l'esprit. Je lui ai demandé un test de vigilance, qui est sous la compétence de corps. À chacun des tests, des dés seront jetés. Il y a le dé du destin, le dé 12, qui, quoi qu'il arrive, sera lancé. On rajoute autant de dés de maîtrise, les dés 6, pour chaque case noircie qui est indiquée dans la compétence demandée. Si l'ivraine a 2 cases noircies en vigilance, elle lancera donc un dé de destin et 2 dés de maîtrise. Si le total des dés lancés atteint ou surpasse son seuil de réussite, elle réussit son test. Sinon, elle le rate. Est-ce que tu atteins ton seuil de réussite ou pas ? Non. Tu ne remarques rien de particulier. Le couloir continue. Que faites-vous ? Moi, je serais assez tentée quand même d'aller voir ce qu'il y a là-bas. Ok, alors je te suis. Vous continuez à travers ce couloir et finalement, vous prenez des escaliers en colimaçon qui montent quand même de quelques mètres. En prenant ces escaliers, vous entendez soudainement de l'eau parcourir un endroit. Même des sortes de gouttes, vraiment où vous entendez la goutte qui tombe dans de l'eau. Vous arrivez dans une grande salle. Salle qui ornée de piliers d'une dizaine, quinzaine de mètres de haut. Impressionnant. Voici de votre point de vue ce que vous voyez. Vous voyez des blocs en pierre rectangulaires qui sont régulières. Elles sont à moitié dans l'eau, mais aussi à la surface. En face de vous, vous avez un autre ponton où vous voyez un escalier qui monte. Et à gauche de celui-ci, une porte. Bon, on essaie de traverser, d'aller à l'escalier. Dites-moi sur quel bloc vous allez. Celui-là est plus gros, on peut aller les deux ensemble. Tu veux y aller en premier? Si tu veux, j'y vais. Tu sautes en première, t'arrives dessus, c'est stable. J'attends encore sur une surface stable. Toi, par contre, tu vois quelque chose. Plus précisément, sur ce bloc-là, Qu'est-ce que je vois? qui est à ta droite. Tu vois que le bloc, il est à moitié cassé. La partie supérieure par rapport à toi, c'est comme si on pouvait voir à l'intérieur. De ta position, tu n'arrives pas à voir en détail. Tu vois ton ami
Sylivren, qui saute sur le prochain. Je vais sauter sur celui-ci, comme ça je la suis. Comme ça on est à une distance égale d'un truc plus ou moins stable. Est-ce que je vois la même chose qu'elle du Et coup? tu vois exactement la même chose. Toi, ce que tu arrives à voir un peu plus, c'est qu'il y a vraiment un creux dans la partie du haut, là où ça a été cassé. Seulement, tu vois pas ce qu'il y a à l'intérieur. Selon où je me mets, je pourrais mieux voir. Tu aurais l'opportunité, en fait, d'aller sur la partie inférieure et de potentiellement regarder par la suite à l'intérieur. Je le fais. Tu sautes sur l'autre plateforme, tu arrives vers le creux. Tu vois Sylivren avoir un choc, comme s'il est effrayé par quelque chose. Tu vois, cette fois-ci, un squelette. Ça fait quelques années qu'il est là-dedans. Et tu vois surtout qu'il a un casque sur son crâne, une sorte de plastron. Et il est placé comme ça. Pour cette vision, tu vas prendre un point d'ombre supplémentaire. Quand je vois un espèce de squelette là, avec il est comme ça là, il date d'il y a longtemps, il a une espèce de casse sur la tête. Ça, j'ai pas envie de rester là moi. Donc on est sur des tombes. Bah, Enfin, sur j'en des sais rien, mais je cercueils. préfère qu'on se casse d'ici. Alors limite on prend l'escalier, mais j'ai pas envie de rester moi. Ok, on se grouille quoi. On Oui. s'attarde pas. Tu vois d'ailleurs au niveau de ses doigts qu'il a un bout de chiffon. Papier peut-être. Il a peut-être un papier comme on a vu avant. Je vais l'attraper. Est-ce que je vais d'abord de l'autre côté? Comme ça on n'est pas les deux dessus. Vas-y, Et viens si tu veux. s'il y a un... Moi je vais là. Tu vas vraiment sur la plateforme en Ouais, face. Sur la plateforme en face. Et après je prends ça et on part direct. Hein. Ce que tu trouves, c'est quelque chose d'écrit. Ok, je te rejoins et je te montre. Voici les annales de la chute, j'imagine, mais on va pas la suite, de la maison d'Adirion de son épouse Elven. Moi, Angnir, intendant et capitaine peut-être, capitaine de la garde, j'écris pour préserver la mémoire de mes seigneurs. C'était à l'époque de... on ne sait pas. Ils construisirent un siège en bois, une caricature de trône devant les murs du château. Puis ils y attachèrent notre seigneur Adirion. Tu sais ce que c'est ? Non. Avant de le torturer et de l'humilier, ils s'en prirent à lui des heures durant. Quand les orques lui clouèrent une couronne de fer sur la tête peut-être. Saluant Adirion en tant que souverain légitime de ces contrées, Dame Elven me convoqua pour me demander de prouver ma réputation de meilleur archer de l'Artédan. Je choisis une flèche parmi celles que j'avais héritées de mon père et lui de son père avant moi. Une flèche élancée ornée de plumes blanches. Je bandai mon arc de toutes mes forces et alors la flèche fila en droite ligne. Perça la main d'un orque gigantesque qui tourmentait Adirion et vient s'enfoncer profondément dans la poitrine de mon seigneur. Après mon acte, je brisais mon... C'est tout ce qu'on a, il n'y a rien de l'autre côté. Sur cette plateforme où vous êtes arrivé, au niveau de l'escalier qui monte, il y a autre chose qui vous saute aux yeux. Il y a deux autres blocs qui sont ouvertes. On voit pas ce qu'il y a dedans depuis où on est. Non. On peut quand même sauter dessus malgré le fait pouvez. qu'il soit ouvert. Pour sauter à l'intérieur, je vais vous demander, celle qui le fait, un test d'athlétisme. Elles sont plus loin que prévu. Ok. Hey, hey. Décidément, Gandalf est avec toi. Tu sautes aisément dans ce bloc qui est creux. Ok. Il n'y a rien ni personne dedans. Cependant, en remuant ta torche, à l'intérieur, tu vois des signes comme si c'était décoré. Des signes magnifiques partout. Et à un endroit, il y a marqué, et tu le lis, Adirion. La chute de la maison d'Adirion. Pourquoi il est pas dedans du coup? Si c'est toutes les infos qu'on peut avoir, est-ce que je peux aller voir dans l'autre? Oui. Tu arrives facilement. Tu arrives à nouveau dedans, vide, à nouveau. Les mêmes gravures. Cette fois-ci, tu vois quelques fleurs. Et, au même endroit où s'était inscrit Adirion tout à l'heure, tu vois Elwen. C'est leur tombe, mais elles ont été vidées, tu penses pas? Oui, mais si elles ont été vidées, si il y a une sorte d'esprit ou de fantôme qui rôde, ça l'est moins. Donc on a le choix. On passe par la porte. Je pense, hein. Porte en bois que vous ouvrez, normalement. Au même moment, des rats en sortent. Vous arrivez dans une pièce qui n'est pas forcément très grande.
Il n'y a que la lueur de vos flammes qui permettent d'y voir quelque chose. Et ce que vous voyez, c'est que au fond, à gauche de votre position, vous voyez une sorte de bibliothèque. Assez vide, des étagères. Et à droite de celle-ci, un coffre, sur laquelle il y a une couverture. Ouais, on s'approche du coffre et on enlève la couverture, tout en étant prudent. Vous vous rapprochez du coffre, où il y a juste à côté des étagères. Également, sur cette étagère, vous voyez des bouts de papier que vous n'avez pas vus tout à l'heure. Au niveau du coffre, il y a une couverture. Sous celle-ci, vous avez l'impression qu'il y a quelque chose. Bah, on enlève la couverture. Tu l'enlèves direct. Tu vois une épée. Une épée très belle. D'ailleurs, même plus. Tu la rapproches de tes yeux. C'est une épée elfique. Tu sais très bien en fait ce que ça signifie les épées elfiques. Elles réagissent si un ennemi est tout près. Elle émane une lueur bleue. Tu es fasciné par cette épée parce que c'est fait par tes ancêtres. Et il y a autre chose que tu vois sur cette épée au niveau du manche plutôt. C'est 3 étoiles, un peu en demi-cercle, à 8 branches. Moi déjà, je pense que je vais prendre l'épée avec nous. Hein. Les petits papiers là sur l'étagère. Tu prends ces bouts de papier, tu commences à les lire. Et fais-moi un jet de connaissance si tu commences à les lire, s'il te plaît. Tu comprends rien à ce qui est écrit, potentiellement tu lui donnes directement le papier. Donc moi j'ai de la facilité en connaissance. C'est bon, 18 sur 13. Tu lis ce papier qui... certains mots sont effacés. Mais une chose te saute aux yeux. En plus de ça, ça te confirme ce que tu pensais. Tu vois le nom de Numénor. Numénor. En fait, en y repensant sur le manche de ton épée, c'est l'insigne de Numénor. On va voir l'escalier. Vous approchez de l'escalier qui ressemble fortement aux escaliers que vous avez empruntés tout à l'heure. Fatigant. Ouais. C'est long. C'est des mètres et des mètres, vous ne savez même pas combien de mètres vous êtes montés. Suivant comment, il y a des passages qui auraient pu amener vers des salles, mais elles sont complètement effondrées. Impossible à traverser. Et au bout de quelques longues minutes, vous ressentez à nouveau cet air frais. Vous arrivez à l'extérieur. Vous réalisez en fait que vous êtes tout en haut de la tour. Car juste devant vous, une autre tour, certes plus petite, de 7 mètres de haut, vous voyez cette lueur bleue que depuis des jours, vous avez suivi tel un phare. Aux alentours, ce que vous remarquez, c'est que il y a du brouillard un peu partout. Vous vous voyez mutuellement, ça c'est pas un problème, mais il y a certains endroits où il faudrait vraiment traverser le brouillard pour voir ce qu'il y a de l'autre côté. Et le brouillard se mélange. D'ailleurs, quand vous étiez à l'extérieur, devant cette montagne, cette brume, vous l'aviez pas du tout vue. Est-ce que mon épée fait de la lumière? Aucune réaction. Toi, quand tu te retournes vers l'escalier que vous avez monté, il y a une sorte de colonne qui vous a permis de sortir, 2 colonnes. Et sur une de celles-ci, tu vois qu'il y a une écriture naine qui est inscrite. Ok. Tu n'arrives pas à déchiffrer ce qui est inscrit parce que tu ne sais pas lire le nain. Mais toi qui as grandi près de la montagne d'Erebor, tu as déjà pu voir ces insignes. Il y a une pierre qui te saute aux yeux. Une pierre sur laquelle quelque chose est inscrit. Couleur noire. L'inscription fait environ de cette taille-là. Ok, est-ce que j'arrive... Enfin, je m'approche déjà. Tu te rapproches. T'arriveras pas du tout à lire, mais t'as l'impression au niveau des formes que c'est de l'elfique. Ah. Psst. Ouais. Je pense que c'est de l'elfique. Ah bah je sais lire ça. Tu te rapproches de cette pierre. Tu arrives à lire. Tu commences à déchiffrer. Est-ce que tu déchiffres à voix haute ou dans ta tête? À voix haute. Et vous deux, en même temps, un murmure sombre dans vos têtes, dans vos oreilles. Quelque chose qui vous envahit le cerveau, comme si vous ne pouvez plus vous contrôler. Vous n'avez absolument aucun contrôle sur votre corps. Vous vous effondrez, vous êtes au sol.
vous n'arrivez plus à bouger. Tu entends ton ami en train de lire ses inscriptions sur cette pierre. Tu vois ces inscriptions bouger, vibrer, toi aussi tu les vois exactement en face de toi, Silivren. Tu les déchiffres et tu n'arrives pas à arrêter de les déchiffrer. Après quelques minutes, vous revenez à vous. Vous avez un mal de crâne. Vous allez prendre 2 points d'ombre. Vous avez entendu la même chose. Une voix sombre, horrible. Mais il y a quelque chose, surtout vers la fin, que tu as décrit. Un nom, le roi sorcier d'Angmar. Pour vous, c'est impensable. Car le roi sorcier d'Angmar, d'après les légendes, il n'existe plus. Est-ce que la lumière, elle est toujours là? La lumière est toujours là, elle n'a pas bougé. Et mon épée? Rien. Il n'y a rien qui a changé dans notre environnement, Non. à part les maux de tête, etc. On aurait peut-être un moyen d'aller voir la lumière bleue. Est-ce qu'il y a quelque chose qui relie les 2 tours? Vous avez l'impression qu'il y a une porte dans cette tour. Vous vous rapprochez du coup toujours de cette lueur, vous êtes approché par ça. Faites-moi un test de vigilance, s'il vous plaît. Les 2. Voilà. Bien. Donc un 1 pour toi. J'ai 20 sur 16. Très bien. Tu es concentré sur ta tâche. Ok. Tu continues d'avancer vers cette fameuse porte. D'ailleurs, elle se forme petit à petit, à travers le brouillard. Tu vois de plus en plus. Ouais. Toi, tu es attiré par quelque chose. Ok. Tu vois ton ami Silivren continuer son chemin, et à travers le brouillard, soudainement, tu vois un cerf. Lépreux. Sa gueule est à moitié arrachée, son œil sort d'un côté. Il te regarde, sa fourrure est imbibée de sang. Et il est loin? Il est sur le tour, 3 il est mètres. dehors, il est par terre. Il est juste sorti du brouillard. Il te regarde toujours. Oh non, ok. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Il se pourrait qu'il y ait un problème. Ouais. Toi, tu te retournes vers ton ami Mhm. qui t'interpelle. Que fais-tu? Bah, j'écoute ce qu'elle me dit. Bah, il y a un cerf. T'as peur des cerfs, toi? Regarde sa tête. Et tu lui désignes l'endroit? Oui. Pas de cerf. Et toi, ce que tu vois, c'est que le cerf, il rentre à nouveau dans le brouillard. Il y a pas de cerf, hein. Ok. Je pense que après ce qu'on vient de vivre, il y a peut-être des séquelles plus lourdes que. Voilà, ouais, hein, parce qu'il y a pas de cerf, hein. Bref, je peux retourner ce que je faisais? Ok. Est-ce que je peux suivre dans le brouillard là où le cerf est parti? Tu peux. Ok. Alors je le fais. Tu rentres dans le brouillard. Tu te perds. Tu te perds un petit peu. En parlant de ça, avec ce cerf, tu gagnes un point d'ombre supplémentaire. Toi, tu vois ton ami rentrer dans le brouillard. Bah, j'ai la chercher. Non, je vais pas la chercher. Non, si, je vais la chercher. Tu rentres aussi dans le brouillard. Non, je vais pas la chercher. Tu ressors du brouillard. Je ressens des brouillards. Je suis désolée, mais moi j'ai ma lumière bleue là. Oui, mais moi je vais mourir. Quand tu es à l'intérieur de ce brouillard, heureusement, tu as toujours la lueur bleue qui te sert comme guide. C'était Ah. Je peux l'appeler vu que je la vois plus. Thorhild, tu peux venir vers moi? Viens. Il n'y a pas de cerf, rien. Pour l'instant, tu es en plein brouillard. Est-ce que tu continues ton chemin ou que fais-tu? Viens. Tu entends un écho qui traverse les montagnes. Viens. C'est pas elle. Si. Ah, Si, viens. Viens là, moi j'ai vu un truc. Viens. je vais quand même continuer à voir dans le brouillard. Tu continues ta traversée, ta curiosité est beaucoup trop grande. Peut-être cherches-tu quelque chose de spécifique. Tu arrives sur une autre partie de cette tour, c'est toujours sur le même étage. En plein milieu de débris de partout, tu vois un puits. Il y a des débris de partout, tu vois aussi des sortes de colonnes, des escaliers qui mènent à nulle part. Comme si c'était détruit. Voir dans le puits.
À l'intérieur, tu vois des bouts de squelettes emmêlés, des têtes humaines, des têtes d'orques. Il y a une chose qui te saute aux yeux. Des flèches qui sont rouges. Tu avais entendu parler comme quoi les Numénoréens utilisaient des flèches rouges. Silivren vient par là. Tu entends un écho traverser la brume. Mais ce qui est bizarre, c'est que tu as l'impression que ça vient de partout. Et du coup, là, j'entends quelqu'un qui m'appelle, mais je sais pas d'où ça vient. Donc je sais pas où aller. Non. En fait, en face de toi, tu arrives vers une porte, mais qui est complètement démontée. Il y a des rochers de partout, ce sera difficile de la traverser. Dis, t'es où? Tu l'entends. Dis, écoute, moi je suis en train de voir la lumière bleue, j'arrive pas à savoir d'où tu viens, tu peux pas me rejoindre, suis la lumière bleue, si tu la vois la lumière bleue? T'arrives à venir vers la lumière bleue, et là on va se retrouver, parce que là je sais pas où t'es. Ok, bon bah je la rejoins parce que... Après avoir traversé à nouveau ce brouillard très dense, tu revois Silivren. Ah, t'as vu quoi là-bas? Il se pourrait qu'en fait ici ils aient été attaqués par des Numénoréens. Genre les orques, les humains, tout le monde, ils sont dans le puits là-bas, c'est super. Sauf que qu'est-ce que les Numénoréens viennent faire là? Il y a un peu beaucoup de trucs clouches au même endroit. Et que la lumière se retrouve ici, c'est particulier quand même. J'ai vu un bélier en bas de la porte. Un bélier pour enfoncer les portes, j'ai vu. Qui a, d'ailleurs, c'est très particulier, une tête de chien. Chien un peu déformé. Je l'inspecte, vite fait, Comme vous voulez. quand même, pour être sûr. Vas-y, tu peux faire un test d'inspection. j'ai pas- Ouais, vas-y. C'est pas vrai. Ok. Tu te rapproches de ce bélier. Tu vois cette gueule féroce qui a sûrement dû faire peur aux défenseurs. Ouais. Tu touches le bélier et tu vois que ton ami s'agrippe à ce bélier. Toi, tu es pris d'une vision. Bizarrement, tu es emporté juste devant la montagne où vous êtes entré tout à l'heure. Ce que tu vois, c'est que il y a des nains qui sont juste devant l'entrée que vous avez pris. Une dizaine de nains. Tu tournes ta tête vers la gauche. Des bruits de tambour qui traversent toute la montagne. Tu commences à voir des lances en feu. Une armada d'orques arriver au pas. Ok. Toi, tu la vois figée, avec des yeux comme s'ils tournaient au blanc. Les orques continuent à marcher. Les nains, eux, ne bougent pas. Une fois que les orques arrivent auprès des nains, tu les vois discuter. Les nains ouvrent la porte de la montagne et les orques rentrent en courant, en sonnant les tambours de guerre. Plus tard, tu es téléporté dans la salle où vous étiez tout à l'heure, comme vous avez désigné comme tombeau. Seulement les tombeaux ne sont pas là. À la place, tu vois des hommes avec des cottes de mailles, des casques. Tu vois le drapeau numénoréen avec les 3 étoiles à 8 branches. Les hommes essayent de s'organiser. Tu vois que, auprès de la porte, les orques sont en train de frapper, même d'utiliser un bélier. Au bout de 3 coups, le bélier enfonce la porte. D'ailleurs, le bélier, c'est celui que tu as touché. Une armée d'orques rentre, déchique des humains. Ils sont beaucoup trop nombreux. Par contre, tu vois une autre silhouette, beaucoup plus grande que les orques. Une capuche noire, casque noir. Tu ne vois même pas son visage. Il fait un cri strident, dégaine son épée acérée et transperce 5 humains en même temps. Tu reviens à toi. Au même moment, le sol tremble et vous tombez. Laissons un peu de suspense autour de nos aventurières. On va faire une petite pause dans leur histoire. Retrouvons Bernd et Elrohir pour un petit jeu. Sorte de battle royale de personnages de la Terre du Milieu. Ils vont devoir choisir, duel après duel, leur personnage préféré, jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'un. Isildur
ou Thorin écu de chêne? Oh, Isildur. Isildur. Le Balrog ou Gollum? Gollum. Le Balrog. Attention, celle-ci technique. Frodo et Sam ou Galadriel? Zwei oder eine? On va dire Frodon et Sam. Schwierig. Galadriel. Morgoth ou Gandalf? Gandalf. Oder hätte ich Olorin sagen sollen. Oder Mithrandir. Oder Sarkon. Oder wie auch immer. Gandalf. Comment on peut préférer Morgoth? Il est à l'origine de tout le mal. Terrible. Rien qu'à la première manche, entre vous, les chemins se séparent. On continue avec toi, Elrohir. Isildur ou le Balrog? Vas-y, pour le beau jeu, on va dire le Balrog, comme ça il va peut-être tomber contre il va peut-être tomber contre Gandalf, on sait pas. Frodo et Sam ou Gandalf? Ah là, c'est dur. La sagesse ou la bienveillance. Et le fardeau aussi. Le fardeau qui va avec. Est-ce qu'on lâche le fardeau ou est-ce qu'on l'emporte jusqu'au bout? Allez, on va partir sur Frodon et Sam. Avant de révéler son final, passons vers Bernd. Isildur ou Gollum? Isildur, natürlich. Isildur hat dem Sauron den Finger abgeschnitten. Das hat nicht jeder geschafft. Er hat versucht, die Schlacht zu den Gunsten der alliierten Streitkräfte, ja, wie soll ich sagen, zu wenden. Und er hat es ja auch geschafft. Nachdem der Finger abgeschnitten war, wo der Ring dran war, war ja die Schlacht beendet. Und was hat Gollum Gutes getan? Gollum könnte man sagen, er hat am Ende die Welt gerettet, ja, aber es war aus Versehen, er ist gestolpert. Es war nicht seine Absicht, die Welt zu retten. Es war Schicksal. Il y a une théorie qui dit que ce n'est pas le destin, mais la main de Eru Ilúvatar. Das ist Schicksal, das heißt, Gott hat von außen geschubst. Also er hat quasi bewirkt. Und deshalb war das Schicksal Gollums gewesen, dass er ihm nicht entrinnen kann, weil Frodo war nicht stark genug gewesen, den Ring hineinzuwerfen, was andere auch nicht geschafft hätten. Und deshalb hat von außen, weil Tolkien war ja sehr gläubig gewesen, römisch-katholisch, war es für ihn klar, dass am Ende, damit die Geschichte gut ausgeht, dass Gott eingreift und als Instrument Gollum wählt, ihn stolpern lässt. Anders geht's ja nicht. Und dann fällt er halt in die Tiefe und der Ring ist zerstört. Und das meinte ich mit Schicksal. Das heißt, es ist vorgezeichnet gewesen. Gollum konnte ihm nicht entrinnen, weil jemand für ihn dieses Ende vorgesehen hatte. Galadriel ou Gandalf? Gandalf. Venons-en à la finale. Pour Elrohir, ce sera le Balrog ou Frodo et Sam. Et pour Bernd, Isildur ou Gandalf. Bah du coup, Frodon et Sam. Rien que par Sam, déjà. Je sais pas si je suis un très grand fan de Sam, mais en tout cas, à chaque fois, avec Foster, on se dit qu'on est le Frodon et le Sam. Donc c'est plus dans cette amitié. Après, le personnage de Sam, je pense, est beaucoup aimé... parce que voilà, il fait juste bien le job en fait. Gandalf, wir bleiben immer bei Gandalf. Gegen Gandalf gewinnt niemand. Gandalf ist die wichtige Person, die im Hobbit fängt sie an, aber das ist eine andere Geschichte. Aber im Herr der Ringe sieht man, er ist Dreh- und Angelpunkt und Gandalf ist der große Widersacher vom dunklen Herrscher. Und er ist ja auch von den Göttern dahin gesandt worden, um ihn zu stürzen. Und auch die Wiederkehr des Königs von Aragorn ist ein Element des Ganzen, was am Ende wie ein Schicksal zusammenkommt, dass man sagt, durch das Vernichten des Bösen, durch das Beenden der bösen Kräfte, kann der König seine Krone empfangen und wird gekrönt und dadurch hat das Land und die Leute wieder Frieden. Aber im Endeffekt ist es Gandalf gewesen, der alles arrangiert hat. Après quelques minutes, vous revenez à vous. Vous voyez que vous avez chuté de bien 5 mètres. Vous voyez en dessus de vous justement les pierres qui se sont effondrées. Vous perdez 5 points d'endurance. De par la chute. Donc toi, tu es épuisé. Ton endurance actuelle est en dessous de ta charge. Tu coches l'endroit où il y a marqué épuisé. Dorénavant, chaque prochain test que tu vas faire au niveau des dés de maîtrise, les dés 6, les 1
2, 3 sont considérés comme des 0. Vous êtes dans une sorte de cave, pas très grande. Au même moment, vous voyez le brouillard qui était à l'extérieur commencer à descendre là où vous êtes tombé, pour au final former un cercle autour de vous. Ouais. Des murmures traversent votre esprit. Des murmures d'ailleurs qui ont l'air féminines. Pourquoi êtes-vous venu ici? Il n'y a que la mort ici. Une forme se construit, une silhouette en face de vous, qui se mélange avec ce brouillard, pour au final en sortir une vieille femme avec capuche, des cheveux blancs. Elle ne bouge pas. Vous ne voyez pas son visage. Vous êtes en face d'elle. Est-ce que on peut s'approcher et je sais pas, genre la toucher? Tu te rapproches de cette silhouette. Est-ce que mon épée s'est allumée? Tu regardes ton épée, elle est bleue. Bah je la tire, je te tire et on part là, on part de l'autre côté, on court. Pris de panique, elle te tire avec de toute sa force, même si elle est très lourde, Thorhild. Et vous arrivez dans un cul-de-sac. La salle est complètement fermée. La silhouette de cette femme se rapproche de vous, pas à pas. Elle est pieds nus. Ok, moi je dégaine mon épée contre elle. Elle dégaine son épée. Navré, si on vous a offensé d'une quelconque manière, est-ce qu'il est possible de nous indiquer la sortie et nous sortir? Trop. Et elle vous fonce dessus. Oh non. Nous arrivons dans la partie du combat du jeu de rôle. Comment ça se déroule? C'est de toute façon les joueurs-joueuses qui commencent, quoi qu'il arrive. Et ensuite, ce sera tous les personnages à côté. Seulement, de votre côté, vous avez des positions à prendre. C'est pour cela que vous avez des cartes rectangulaires qui vous permettra de choisir une position. En l'occurrence, vu que vous êtes que à 2, la position en retrait, pour tirer à distance, ne peut pas être faite. Donc vous serez que en combat rapproché. Pour cela, vous avez quand même 3 possibilités au niveau de vos positionnements. Donc au début, vous allez choisir vos positions, ensuite faire votre attaque, et ensuite, moi, je répondrai. Bah je vais prendre une avancée moi. Très bien, toi, tu te mets en position avancée, ça marche? Oui. Et toi tu es défensive, c'est ça? Vous pouvez à chaque round changer votre position. Ça, il n'y a absolument aucun souci. Vos jets d'attaque gagnent, entre parenthèses, 1 dé. J'imagine que tu utilises ton épée numénoréenne. Oui. Et donc c'est basé sur le corps. Donc il faut que tu fasses 16 et plus. Oui, c'est bon. 9, 10, 11, 12, 13, Ça te fait combien au total? 21. Tu touches. En plus de cela, si tu le souhaites, tu peux faire une attaque spéciale. Parce que tu as eu un signe, tu peux le dépenser pour potentiellement faire une attaque plus lourde. Tu veux faire un coup puissant. Donc tu dépenses ce signe-là pour faire un coup puissant, ce qui ajoute à tes dégâts ta valeur de corps. Donc toi, tu m'infliges 8 dégâts au total. Ouais. Toi, de ton côté, en tant que défensive, qu'est-ce que ça te permet d'avoir en plus ou en moins? Tout ce qui me cible, ils perdent un dé. Et tout ce que je cible perd un dé aussi. La grande hache. Très bien, c'est parti. Donc avec la grande hache, tu prends ton dé de destin, et puis tu lanceras que celui-ci. Car ça t'enlève un des 6, vu que t'es en Eh défensive. oui, absolument. D'accord. Allez. Ah, mais du coup, je dois faire plus que 14 avec. Bah du coup, on va prier pour que Gandalf soit là pour toi. Non. Dommage. Ça ne passera pas. Tu Oh non. essaies de donner un coup avec ta hache qui passe à côté. Non. Vous voyez cette silhouette qui, certes, était impressionnée par ton coup, moins par le tien. Elle enlève sa capuche. Vous voyez son visage. Les yeux rouges comme des billes de flammes
qui vous regarde, des longs cheveux blancs. Ouais. Elle te regarde et elle va te foncer dessus. Purée. Je la sens pas. Si. Quelle est ta valeur de parade qui est dans l'esprit? Ma valeur de parade, 19. Ok. Moi, je dois faire 19 ou plus. Je touche. Elle te donne un coup de son pommeau vers ton visage. Oh non. Tu perds 4 points d'endurance. Et d'un revers, Oh non. elle t'attaque toi. Oh non. Évidemment. Touche pas. Elle rate son coup. Yes. Ok, on voit ça. J'ai Parfait. fait. Silivren, Thorild, à vous de jouer. Choisissez une nouvelle position ou la même. Et je vous écoute. Toi, tu passes en avancée. Très bien. Tu es furieuse. Vas-y, laisse-toi pas faire. D'accord. Ouais, non, alors clairement pas. Donc, 1 et 1. Vous pouvez utiliser des points d'espoir pour rajouter un dé de maîtrise supplémentaire à vos tests. Je prends. Tu puises dans tes souvenirs et tu t'essayes de concentrer sur ton coup. Au pétard. Elle te défonce. Très intéressant. Donc là, tu arrives un total de 20. Je te dis que tu touches, très clair et net. Mais en plus de ça, tu as un signe spécifique pour faire un coup spécial et tu as un 10, ce qui te permet de faire un coup perforant. Yes. Ça permet quoi? Ça permet potentiellement de blesser la personne et potentiellement la tuer. Ok. Exactement. Magnifique. Tout d'abord, tu fais combien de dégâts de base avec ta hache? 7. Oh, putain. Je vais quand même essayer un coup puissant. Très bien, donc tu m'infliges 6 points supplémentaires. Et en plus de ça, tu as l'opportunité de faire un coup perforant. Potentiellement de planter ton épée. Plutôt, que dis-je, ta hache. Pour cela, c'est moi qui vais faire un test pour savoir si tu me plantes ou pas. Tu as une valeur de blessure sur ta hache. Il faut, s'il te plaît, me la donner. 20. Il faut que je fasse 20 ou plus pour ne pas être blessé. Ok. Ça va, très bien. C'est parti. N'est-ce pas? Ce qui se passe, c'est que Oh non. tu as levé ta hache. Oh non. Tu lui as asséné un coup. Non. Tu lui fais une entaille à travers le torse. Impressionnante. C'est pas mal. C'est pas mal, ouais. Tu l'as bien touché. Donc je prends un dé comme ça, je vais lancer, il faut que je fasse plus que 16. C'est parti. Oh non. Ce qui est arrivé en fait, c'est qu'avec le coup de Thorild, ça l'a reculé et ça a empêché potentiellement de ton côté, potentiellement de lui faire des dégâts. Ce qui se passe, vous la voyez à genoux, Mhm. la tête basse, toujours les yeux rouges, scintillants. Elle lève la tête en face de vous. Mm. Il y a des yeux bleus qui se transforment. Des yeux bleus. Et soudainement, vous voyez l'entaille énormissime qui a été Ouais. faite par Thorild se refermer. Elle vous regarde, un œil insistant, perçant, comme si elle arrive à voir à travers votre esprit. Et puis, vous voyez des visions d'horreur, de flammes, de gens calcinés, absolument horribles. Vous êtes à genoux vous-même, vous gagnez 3 points d'ombre. À vous de choisir votre position. Je reste en avancée. Je vais me mettre en avancée aussi. Je garde ma grande hache. Je prends un dé d'espoir. Allez, c'est parti, tu dépenses de l'espoir encore. Tu puises dans tes forces. Je devais faire 14. Et là, 6. Et comme je suis épuisée, celui-là, il passe pas. Du fait que tu as perdu tes forces en montant cette tour, après cette chute de plus de 4 mètres, tes forces commencent à te lâcher. À toi. Je vais me sauver. Je vais essayer. Fais gaffe à toi. Ouais. Ok. 22. Et ça fait quelque chose ou pas? Tu as réussi, donc oui, tu as droit à un coup spécial si tu le souhaites.
si tu veux infliger le plus de dégâts possible, forcément, ce sera le coup puissant. Alors je peux lui faire ça. Ok. Donc dans ce cas-là, tu rajoutes ta valeur de corps, qui fait plus 4, et elle fait, je crois, 4, ton épée courte numénoréenne. Comme dégâts, ouais. Très bien. Donc tu fais 8 au total. Tu as une sorte d'hargne qui Oui, je suis fâchée là. est très très fâchée. Ouais. Et je vais te demander Oui. comment tu souhaites la terrasser. Je prends mon épée comme ça Mhm. et je la lui enfonce dans le ventre. Tu vois son épée transpercer son ventre, à travers. Une grosse entaille. Toi, t'as des sortes de fluides un peu bleus, bizarres, qui émanent de son corps, très spécial. Le brouillard autour s'amasse sur elle, vous entendez un cri strident, horrible, dans votre tête. Et plus rien. La silhouette n'est plus là. Yes. On l'a tué. Ah, fort. Enfin, j'espère. Oh putain. C'était Vous pas êtes bien. dans cette salle, qui a pas de meubles, qui a rien. Mais une fois tout ce brouillard loin, face de vous, porte en bois, Passe la porte. On passe la porte. Ok. fatigué, épuisé, vous rapprochez de cette porte, qui encore vous mène à des escaliers. Vous en avez marre, vous Oh en non. pouvez plus. En reprenant quand même votre courage, vous montez ces escaliers. Vous êtes tout en haut de la tour. Sortez à l'air libre. Face de vous, la lueur bleue. Cette lueur qui provient d'une couronne sur laquelle il y a une pierre qui est incrustée dans cette couronne. En dessous de cette couronne, un squelette. Qui d'ailleurs a une flèche qui transperce son cœur, à l'endroit de son cœur. Ce squelette est comme si il était posé sur un trône. Et en dessus de ce squelette, vous voyez cette couronne. D'où émane la lueur bleue. La flèche, les plumes, elles sont rouges ou blanches? Elles sont blanches. Vous avancez en même temps. Un vent froid vous revient à votre visage. La même brume. Comme si ça se répétait. Elle s'amasse devant vous. Par contre, la silhouette a changé. Vous voyez une femme, très belle. Les cheveux blonds, avec un plastron, avec les insignes de Numénor. Elle vous regarde furieusement. Je vous avais dit quoi? Laissez-le tranquille. Et la suite de cette aventure, c'est à vous de la continuer. Fin. Le jeu de rôle est un médium à part. Il demande du temps, de l'expérience et surtout plusieurs parties pour en saisir toutes les subtilités. De mon côté, je n'ai pas encore le recul nécessaire pour en proposer un avis pleinement pertinent. Je n'ai pas exploré tous les aspects du jeu, ni vécu une campagne sur le long terme. Plutôt que de donner un avis partiel, j'ai préféré vous montrer ce que ce jeu permet de vivre autour d'une table. Et pour aller plus loin, je vous invite à découvrir le travail de créateurs et créatrices qui sont en description, qui eux ont cette expérience et proposent des analyses bien plus approfondies que la mienne.
des choses qui furent, des choses qui sont, et certaines choses qui ne se sont pas encore passées. Avant Le Seigneur des Anneaux, les grandes batailles et le destin du monde, Tolkien a écrit une autre histoire. Une histoire destinée à ses enfants. Un récit plus simple, plus léger en apparence, mais déjà rempli de voyages et de rencontres improbables et de chemins qui ne mènent jamais exactement là où on l'avait prévu. Ce livre, c'est le Hobbit. Et c'est précisément cet esprit-là que certains jeux cherchent à retranscrire. Der kleine Hobbit. Histoire d'un aller-retour est un jeu familial et compétitif basé sur un système de jeu à cocher qui s'inspire directement du voyage de Bilbo Saquet. Chaque joueur trace son propre chemin, enchaîne les rencontres, tente d'optimiser chaque chapitre qui raconte l'aventure du Hobbit pour revenir chez lui avec le plus beau récit possible. Ici, l'enjeu n'est pas la puissance ou la domination, mais la manière dont on vit le voyage. Un jeu accessible, rapide à expliquer, et pensé pour faire découvrir l'univers de Tolkien à un public plus large. Pour commencer, les joueurs-joueuses choisissent un chapitre du Hobbit sur lequel ils vont s'affronter. Le jeu est pensé pour être joué dans l'ordre afin de retracer progressivement tout le récit du Hobbit. Mais chaque chapitre peut être joué indépendamment. Pour cette explication, je vais me concentrer sur le premier chapitre, celui qui raconte l'arrivée de Thorin écu de chêne et ses compagnons nains chez Bilbo dans la comté. Chaque chapitre précise comment marquer des points et quand la partie prend fin. Ici, la partie se termine dès qu'un joueur parvient à ramener les 12 nains au trou de Hobbit. Ça doit être la porte. Mais pour marquer le plus de points possible, il ne suffit pas de les faire arriver. Il faut aussi les accueillir dignement. Si vous avez préparé de la nourriture à l'avance, chaque nain reçu dans de bonnes conditions vous rapporte des points supplémentaires. Pour tracer ce voyage, le jeu se repose sur un système de jeu à cocher. Pour cela, nous allons utiliser des dés. Il y a deux types de dés. Nous avons des dés qui nous permettra de tracer des chemins, et les autres nous fournissent des ressources comme de la nourriture, des épées ou d'autres éléments utiles. À tour de rôle, vous allez sélectionner un dé au centre de la table et appliquer son effet. Si vous choisissez un dé de chemin, vous pouvez soit partir d'un point de départ, comme par exemple dans ce chapitre les nains, soit prolonger un chemin que vous avez déjà tracé. Les formes proposées sont très libres. Vous pouvez les orienter comme vous le souhaitez, les retourner et même les utiliser en mode miroir. Cela donne à chaque joueur-joueuse une feuille qui évolue différemment, même avec les mêmes dés. Si vous choisissez un dé de ressources, vous pouvez soit la tracer directement sur votre page, soit l'accumuler sous forme de jetons. Cela dépendra du chapitre en cours. Or, dans celui-ci, avec les pains, vous préparez la nourriture pour les nains, et les épées, vous les accumulez afin de gagner le plus de points possible. Attention toutefois, certains objectifs demandent d'aller vite. Lorsqu'un objectif est marqué d'un soleil, le premier joueur à le compléter en empoche les points, et les autres ne peuvent plus les obtenir. Dans ce chapitre, cela concerne notamment l'arrivée rapide de Gandalf et celle de Thorin. Justement, en parlant de Gandalf, le jeu propose une mécanique spéciale avec son chapeau. Il permet d'accéder à des alternatives lors de certains choix. Mais attention, une fois cette section utilisée, il est définitivement perdu. Il faut donc bien choisir le moment où l'on décide d'y recourir. Une fois la condition de fin de partie remplie, on passe au décompte des points. Et le joueur ou la joueuse ayant le plus de points est déclaré comme vainqueur. Est-ce qu'il y a un chapitre qui sort du lot ? Oui, il y en a un qui m'a particulièrement marqué, c'était lorsque Bilbo rencontre Gollum et ils se font des énigmes. Et les énigmes sont écrites sur les pages, et donc des fois on peut même s'amuser à répondre à ces énigmes, et puis même au niveau du gameplay, les énigmes ils sont représentés, donc ça je trouve vraiment très très cool. Est-ce que tu regardes le parcours des autres ou est-ce que tu te focuses sur ton propre score ? Il y a très peu d'objectifs en commun pour que on se concentre sur le plateau des autres. On est vraiment en focus sur notre plateau, donc ça fait un peu un jeu tout seul dans son coin. On arrive dans un jeu qui est vraiment accessible, donc c'est pas forcément dérangeant, cet aspect-là. Ça peut être complètement familial, exactement, donc peut-être au niveau des enfants à partir de 10 ans.
Je crois que c'est ce que le jeu conseille d'ailleurs. Oui. Je trouve que le conseil à partir de 10 ans, ça va très bien. Et en plus de ça, c'est ça un peu l'avantage, c'est que en faisant l'histoire, commençant par le chapitre 1, le jeu va crescendo en termes de difficulté aussi. Donc il te bourre pas le cerveau avec 36 000 règles dès le début, mais il t'accompagne au fur et à mesure. Je pense que je le mettrais dans la catégorie des jeux avant dodo. C'est parfait pour cette catégorie-là. On n'en fait pas trop, mais au bout d'un moment, on ferme son livre comme une petite histoire qu'on se raconte juste avant d'aller dodo. Et puis après, on recommencera le lendemain soir en continuant tout simplement notre aventure. Je le vois comme ça. Est-ce que les choix sont suffisamment variés pour éviter la routine ? Les choix sont quand même variés parce que c'est là où on en vient aussi avec l'interaction de chacune, c'est qu'on peut se voler les dés avant les autres, le premier arrivé est premier servi, et donc au niveau des choix, au niveau des formes qu'on va faire sur notre plateau sont assez variés pour que chacun puisse trouver midi à sa porte. Est-ce que t'as pas peur que sur la longue ça devienne un peu redondant ? Le jeu peut être un peu répétitif parce qu'au final on fait un peu tout le temps la même chose, on remplit des cases, on coche des objectifs, etc. Mais la plus-value du jeu, c'est les chapitres. L'objectif n'étant pas le même, des fois les règles changent également et donc c'est là où la routine est complètement cassée. Une fois qu'on aura fait vraiment tous les chapitres, on aura clairement fait le tour du jeu, même si le jeu propose des difficultés différentes et donc ça permet de varier un peu les chapitres. Tu joues pendant une certaine période, ou par exemple, je sais pas moi, tu veux te faire un marathon le Hobbit, tu te fais quelques parties entre les parties, parce que bien sûr la version longue, rien d'autre. Et donc tu te fais une petite partie, tu fais le film en même temps, en vrai, ce serait un concept. Et puis après, tu le ressortiras l'année prochaine quand tu referas le marathon. Dans la Terre du Milieu, tout ne se presse pas. Certains lieux prennent le temps de réfléchir avant de laisser passer les voyageurs. Soyez pas si hâtifs. Et si vous avez qu'une seule question à poser à Tolkien, ce serait laquelle ? Wow. Habe ich keine Frage an ihn, weil es so viele gibt. C'est dur, effectivement, c'est dur. Ich wüsste nicht, was ich ihn fragen sollte. Ich wäre, glaube ich, einfach nur nett zu ihm und würde versuchen, mit ihm schön zu reden, Spaß zu haben, die Zeit zu nutzen, ein bisschen Smalltalk, was trinken, nicht rauchen, aber was Schönes trinken und eine schöne Zeit zu haben. Und vielleicht kommt er von sich aus und erzählt ein bisschen was. Aber ausquetschen, das wäre, denke ich, nicht richtig. Du hast was vergessen noch mitzuteilen, sag es mir jetzt. Also da gibt es vieles. Er hat viele offene Baustellen hinterlassen. Man könnte viele Fragen stellen. Und welche ist wichtiger als die andere? Das macht keinen Sinn. Also es wäre ein Fragenkatalog, den man ihm vorlegen würde. Und nicht nur eine einzige Frage. Also ich habe jetzt momentan speziell keine einzige, wo ich denke, das wäre die Frage, die ich ihm stellen müsste. S'il avait possibilité, on va dire, d'être là en 2025, qu'est-ce qu'il penserait de ce qu'il a mis en place, qu'il a fait échanger dans le monde, quoi. Juste sa vision sur le monde actuel par rapport à son œuvre, ça pourrait être intéressant. Dans la Terre du Milieu, il existe une multitude d'aventures qui n'ont jamais été contées. Des histoires restées dans l'ombre ou simplement imaginées. Après les grandes guerres, les récits plus intimes, il y a aussi des histoires qui se construisent pas à pas, au fil des choix, des réussites et aussi des défaites. Certains jeux cherchent justement à capturer cette idée, celle d'un voyage collectif où l'on ne sait jamais vraiment ce qui nous attend au détour du chemin. Dankeschön.
Voyage en Terre du Milieu est un jeu coopératif narratif conçu pour être joué sous forme de campagne et qui ne nécessite pas de maître de jeu. Les joueurs incarnent des héros bien connus comme Bilbo, Aragorn ou Legolas, mais aussi des personnages originaux comme Béravor ou Helena. Ensemble, ils explorent la Terre du Milieu, vivent des aventures scénarisées et voient leurs personnages évoluer au fil des parties. Le jeu s'appuie sur une application qui gère le récit, les événements et l'évolution du monde, permettant à chaque campagne de proposer une expérience complètement différente. Ici, on ne cherche pas à rejouer une histoire connue, mais à vivre une aventure originale dans un univers familier, où chaque échec a une influence sur la suite du voyage. Au début d'une campagne, vous commencez par choisir une aventure disponible, sa difficulté, puis vous préparez vos personnages et leur rôle. Chaque héros possède son propre paquet de cartes. Ce sont ces cartes qui vont déterminer ses compétences, ses forces et la manière dont il réussit ou il rate ses actions. L'application est votre guide et votre journal d'aventure. Elle vous indique votre quête principale, la jauge de menace, l'apparition des tuiles, des ennemis et des événements. La jauge de menace fonctionne comme un compte à rebours. Plus l'ombre envahit la zone de jeu, plus elle se remplit rapidement. À chaque nouvelle tuile, chaque monstre, chaque jeton, l'application vous indique ce qui se passe. Le but du jeu est simple, réussir la quête principale avant que la jauge d'ombre ne soit entièrement remplie. Chaque round se déroule toujours selon 3 phases dans cet ordre. La phase d'action, la phase d'ombre et la phase de ralliement. À tour de rôle, chaque héros peut effectuer jusqu'à 2 actions. Et il existe 3 types d'actions. La première et la plus évidente est de se déplacer. Vous pouvez vous déplacer jusqu'à 2 cases pour une action. En vous déplaçant, vous aurez l'opportunité d'aller explorer de nouvelles tuiles, ce qui potentiellement rajoutera d'autres tuiles, des jetons, et vous agrandissez votre zone d'aventure. Quand vous explorez une nouvelle tuile, vous gagnez de l'inspiration. Sur son utilité, j'y reviendrai plus tard. Cependant, faites attention, chaque tuile non explorée fait augmenter plus vite la jauge de menace. La deuxième action est d'interagir avec les jetons. Ces jetons peuvent représenter des personnages, des objets ou des éléments du décor. Même si vous pouvez savoir ce qui se trouve sur une case, pour interagir réellement, votre personnage doit être sur la même case et vous devez dépenser une action. L'application vous raconte alors ce qui se passe, elle peut vous demander un choix ou un test de compétences. Par exemple, ici, un test de force est demandé. Je joue Aragorn et lui, il a 3 en force. Je tire donc 3 cartes de mon paquet compétences. Le but est d'avoir des symboles de réussite en haut à gauche des cartes. Si je révèle une feuille, je peux dépenser de l'inspiration et chaque jeton dépensé compte comme une réussite supplémentaire. Je rentre mon nombre de réussites dans l'application et elle me dit si l'action a réussi ou non. Venons-en à la 3e et dernière action, qui est de se battre. Les ennemis arrivent souvent comme une vague pour ralentir votre progression et vous faire perdre du temps. Sur l'application, vous sélectionnez l'ennemi à attaquer, ce qui vous indique aussi ses points de vie. Le combat est résolu par un test, en fonction de l'arme que vous utilisez. Cette fois-ci, les réussites obtenues sont comme des ressources. Vous dépensez ces réussites en fonction de l'arme que vous avez équipée, et ça vous indiquera le nombre de dégâts que vous infligez. En plus de cela, j'avais préparé une carte avec coup 3, que je défausse pour ajouter 3 dégâts supplémentaires. Avec mes cartes, j'ai réussi à avoir 2 succès, donc sur mon épée, ça indique que je fais 5 touches, plus 3, 8 au total. Je l'indique sur l'application, et si vous terrassez tout un groupe d'ennemis, vous gagnez de l'inspiration. L'ennemi peut alors riposter. Quand l'ennemi vous attaque, vous avez le droit de vous défendre, grâce à un test. Si je prends des dégâts, je pioche une carte blessure, je la retourne face visible et j'applique son effet. Et attention, si un héros meurt, il ne vous reste plus qu'un seul round pour réussir la quête, même si la jauge d'ombre n'est pas pleine. Quand les héros ont agi, on appuie sur le sablier pour indiquer à l'application que les héros ont terminé leur phase d'action. On arrive à la phase d'ombre. La jauge de menace augmente et tous les ennemis sur la carte s'activent et attaquent. Et pour finir, la phase de ralliement. L'application vous indique une valeur de reconnaissance. Vous mélangez votre défausse avec votre pioche, puis révélez autant de cartes que cette valeur. Certaines capacités, comme celle d'Aragorn, peuvent permettre d'en révéler davantage.
Ensuite, parmi ces cartes révélées, vous pouvez en préparer une devant votre personnage et replacer les autres au-dessus ou en dessous de votre deck dans l'ordre que vous voulez. Cela permet de préparer vos prochains tours. Vous enchaînez les rounds ainsi jusqu'à réussir la quête ou jusqu'à ce que l'ombre devienne trop forte. Au fil des chapitres, vous gagnez de l'expérience qui vous permettra d'acheter de nouvelles cartes et d'améliorer votre héros. Voyage en Terre du Milieu promet beaucoup, une grande aventure, des choix, un monde qui réagit. Entre la promesse et l'expérience réelle autour de la table, il peut y avoir des nuances. Vas-y Mims, fais péter les questions. Est-ce que tu as eu l'impression de vivre une aventure complète ou plutôt une simple succession de scénarios? J'ai envie de dire un peu des deux. Une aventure complète car on a une continuité qui est quand même faite au niveau de l'histoire, qu'on gagne ou qu'on perde. Mais par contre, on a quand même ce cheminement scénario en scénario, chapitre par chapitre. Est-ce que tu t'attaches au personnage que tu incarnes? Absolument pas. C'est le gros point faible du jeu. L'asymétrie est selon moi complètement invisible. Quand on appuie sur un jeton avec lequel on peut interagir, l'application va nous faire une petite narration, etc. Et puis la plupart du temps, on a un test à faire par la suite. Mais pour cela, il faut continuer, il faut appuyer sur continuer pour faire le test. Donc ça veut dire qu'on ne sait pas au préalable quel test est demandé. Or, dans notre partie, en fait, on a eu une sorte de hasard complet. On cliquait sur la même tuile, et une fois sur deux, c'était pas le même test, alors que la narration étant la même. À partir de ce moment-là, il y a un gros problème de game design. Parce que si, dans ton jeu, tu as des personnages qui sont asymétriques, ça veut dire que tu vas envoyer des personnages à certains endroits parce que tu penses, au niveau de la narration, ils sont plus aptes à faire le test. Imaginons, je sais pas moi, on doit escalader quelque chose, donc on va envoyer quelqu'un qui est à l'aise au niveau de l'agilité. La plupart du temps, quand on avait la narration et puis un test par la suite, on ne savait pas à quoi s'attendre. Et des fois on se disait, ah bah logiquement c'est ça, et au final c'était pas du tout ce test-là. Là, que tu connaisses le Seigneur des Anneaux ou pas, peu importe. Ça ne change absolument rien. Par la carte, là vraiment, niveau immersion, rien. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on aurait très bien pu mettre toute une autre thématique, ça aurait fonctionné, avec cette mécanique. Et en fait, on ressent pas du tout la profondeur de l'œuvre de Tolkien. Alors qu'avec des histoires originaux, on peut très bien le faire. L'application, est-ce qu'elle renforce l'immersion ou est-ce qu'elle crée une distance avec le jeu de plateau? C'est bien un point fort de ce jeu-là, l'application est très fluide. On la regarde uniquement quand on rajoute des tuiles supplémentaires, des jetons supplémentaires, et ainsi que la narration, ce qui permet, en soi, de maintenir complètement à jour l'application ainsi que la narration, s'il y a des coquilles, etc. Mais c'est là où je ne comprends pas pourquoi ça n'a pas été corrigé au niveau de l'aléatoire. On ne sait pas vraiment à quel test s'y attendre. Est-ce que les échecs ont un vrai impact sur la suite de l'aventure? Je ne sais pas si vraiment les échecs ont des grands impacts, du moins l'aventure, quoi qu'il arrive, elle continue. Pour être très honnête, on n'a pas été jusqu'au bout du jeu parce qu'au final, on a abandonné. On a complètement abandonné, on a été plutôt très optimiste dès le début, et en fait, le jeu nous a fait... En fait, le jeu, il était beaucoup trop frustrant, car même si on faisait tout pour réussir le scénario, eh ben c'est quasi impossible. Le jeu est très dur, le jeu est exigeant, et on a joué en mode normal, et on lui a donné plusieurs chances, et non, au bout d'un moment, on a arrêté, et on a pourtant l'habitude des jeux coopératifs narratifs, ça fait plus de 5 ans que j'en fais, et là vraiment, c'est la première fois où je me sens vraiment... perdu face à cette difficulté, à moins que c'est évolue, mais pour avoir joué à par exemple Thetan Grail, qui lui aussi est très difficile, vraiment je n'ai pas cette frustration là par rapport à Voyage en Terre du Milieu. Ouais, mais là c'est juste votre groupe qui est pas fait pour ça. Ah non, on est habitué à faire ce genre de jeu, tu vois, donc nous on est complètement clients des jeux coopératifs narratifs. Et là, on n'a jamais ressenti de la frustration. C'est pour dire, hein, ça fait plus de 4 ans. Plus de 4 ans qu'on est sur Thetan Grail, jamais ressenti de frustration. Jamais. Là, 5 sessions, frustré mais fois 1000. On a joué à 4 joueurs-joueuses. Il y a 3 niveaux de difficulté, il y a facile, normal et hardcore, je sais plus exactement le nom, donc j'imagine même pas en hardcore ce que ça donne. Sur tous les scénarios, on en a réussi qu'un, donc tous les autres on les a perdus. Et... à 2 doigts. C'est pour ça qu'au début, moi, j'étais
En fait, c'est vraiment vers la fin où vraiment j'ai trouvé qu'il y a quelque chose qui allait pas du tout dans ce jeu. La première, deuxième partie, je laissais mes réserves, on avait perdu, mais pour moi, selon moi, c'était pas grave parce qu'on était toujours à 2 doigts de réussir. Selon moi, si tu réussis à peu de choses près, c'est-à-dire qu'il y a un certain équilibrage qui est assez bien fait. Seulement, on est arrivé à un scénario où à la fin du scénario, il fallait faire un test. Alors qu'on a récolté tout ce qu'il fallait, etc. pour réussir le scénario, et on arrive à la fin, puis il nous dit ouais, un petit test pour la fin pour être sûr. Non, tu ne peux pas faire ça, c'est pas possible. Donc vous avez senti une certaine frustration, toi et les joueurs? Complètement. Et puis moi, j'étais encore... disons qu'en termes de frustration, mes amis avec lesquels j'ai joué à ce jeu, je suis en dessous d'elles. Donc du coup, elles ont été encore plus frustrées que moi. Et c'est pas de la frustration parce que tension, etc. C'est vraiment frustration parce que tu ne peux pas. C'est pas possible. Si au moins on donne les possibilités, pas de problème. Parce que peut-être t'as mal fait les choses. C'est ce que j'avais comme recul pour les premières parties. Mais là, la dernière, c'était impossible. À partir du moment où, une fois sur deux, c'est ce test-là ou ce test-là, c'est pas possible. Tu ne peux pas faire ça. Mais est-ce que tu penses que ce jeu peut quand même convenir à certains groupes de joueurs? C'est là où je voulais en venir. C'est pour ça qu'il fait partie de la sélection. Parce que là, peut-être, vous, derrière la caméra, pourquoi il a mis dans sa sélection? Parce que c'est les meilleurs jeux de la Terre du Milieu. Eh ben, il faut tout pour faire un monde. Nous, ça nous a pas plu, mais je sais que au niveau des retours, il y a des gens qui ont vraiment apprécié ce jeu, donc je me devais aussi de le mettre dans cette sélection-là. Il a quand même du bon ce jeu. Qu'est-ce que t'as aimé? Comment on résout des tests. Ça, c'est cool parce que c'est vraiment hyper simple à prendre en main, puis même de gérer son personnage. Je parle pas d'immersion, attention, mais de gérer son personnage. On peut préparer des cartes qui permet d'avoir une sorte des cartes actifs. Les maps sont complètement différentes d'un scénario à un autre. Le matériel est très quali, ça y a rien à dire. Pour moi, quelque chose qui joue pas. À vous de me dire dans les commentaires ce que vous avez bien aimé dans le jeu. Donc oui, ça peut être un peu bizarre de l'avoir mis dans cette sélection-là, mais je voulais quand même le mettre en avant, et puis quand même apporter mon avis sur ce dernier, parce qu'il propose quand même quelque chose de cool, il a une mécanique quand même qui fonctionne, je parle de mécanique quand on révèle les cartes, etc. Mais il y a quand même un gros souci en termes éditorial, narration et cohérence, et immersion. Si vous deviez décrire la Terre du Milieu en 3 mots, lesquels choisiriez-vous? Mittelerde? Mit 3 Worten? La grandeur, la nature, je vais dire la communauté. Mit 3 Worten. Welt der Menschen. Bernd m'a dit qu'avec le musée, il voulait laisser quelque chose derrière lui. Sorte de trace. Que lui aussi, il a mis sa pierre à l'édifice pour rendre hommage à l'œuvre de Tolkien. Bien moi, je pense qu'avec cette vidéo, j'ai aussi laissé quelque chose. Seulement, seul, je n'y serais pas arrivé. Avant de vous révéler la dernière surprise, je voulais remercier toutes les personnes qui m'ont suivi, soutenu, joué avec moi et qui vont me suivre pour les prochaines idées. Car il y a tant d'univers à découvrir.
Break My Axe. Nu den Bo vom Legolas, du siehst ja, die werden... Super, danke schön. Bitteschön. Ah oui, qu'il joue avec l'anneau, sale petit hobbit joueur joufflu. Colombe, et aussi, oui, qu'il s'abonne le jeu ça tourne. Oui, qu'il s'abonne, mes précieux, sinon Gollum viendra jouer avec eux. N'oubliez jamais, vous êtes les meilleurs à ce jeu. À bientôt, mes précieux, à bientôt. Au fait, c'est quoi des patates?